Salut à tous, c'est The Dargonium. Je vous présente une rediffusion de plusieurs vidéos datant du milieu des années 2010, réalisées par Aboudner TV, une chaîne YouTube ayant aujourd'hui disparu. Dans celle-ci, il contre-argumente des thèses révisionnistes, c'est-à-dire des thèses qui remettent en question l'existence des chambres à gaz homicides dans les camps nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En France, ces thèses tombent sous le coup de la loi Guesso. C'est pour ça que je vous demanderai de faire très attention à ce que vous dites dans l'espace commentaire. Pour tous ceux qui voudraient quand même débattre de ce sujet sensible, merci de ne pas le faire ici, mais de plutôt me contacter en privé. Cette vidéo traitera du crématorium 2 d'Auschwitz. Un crématorium, ça désigne l'intégralité du bâtiment contenant les fours crématoires ainsi que ses sous-sols. On s'intéressera au sous-sol représenté en violet sur ce schéma, qui sera nommé la morgue. Et on se questionnera sur l'existence passée des 4 trous que vous voyez en vert sur celui-ci. Ces derniers permettant de transformer cette morgue en chambres à gaz homicide. Ici, Aboudner s'adresse au révisionniste Vincent Renoir qui réfute l'existence de ces derniers. Bon visionnage. Le but de cette vidéo sera de démontrer l'existence passée des systèmes d'introduction du Zyklon B dans la morgue 1 du crématorium 2 du camp de Birkenau. En effet, selon Vincent Renoir, l'existence de ces systèmes est indispensable pour justifier la destination homicide de cette installation. Mais on peut se demander si cette condition nécessaire sera suffisante à ses yeux, car comme il a dit lui-même sur son site pagn1.org, avec ou sans trou dans le toit, la thèse officielle reste inacceptable. Avant d'aller plus loin, je soulignerai ce qui suit. L'argument qui repose sur l'absence de trous dans les toits des morgues 1 des crématoires 2 et 3 de Birkenau a l'avantage, pour les révisionnistes, d'être très simple et définitif. Là, vous ne pouvez pas nous accuser de faire compliqué pour piéger les gens. Mais, personnellement, ce n'est pas lui qui m'a fait devenir révisionniste. Je suis révisionniste tout simplement parce que les gazages massifs vaguement décrits dans la thèse officielle sont des impossibilités physico-chimiques. En conséquence, même si, demain, on me démontrait que des trous ont existé dans les toits des morgues, je ne changerai pas de position pour autant. Car, avec ou sans orifice, une impossibilité physico-chimique reste une impossibilité. Je chercherai juste à savoir quelle a pu être la finalité de ces ouvertures, lucarne pourra garantir un éclairage minimal, cheminée d'aération additionnelle, c'est donc en toute tranquillité d'esprit et en toute objectivité que je vais aborder le fond du problème. Soit. Je ne pense pas que ces gazages massifs soient rendus impossibles par une impossibilité physico-chimique quelconque, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Néanmoins, la réfutation de l'existence de ces trous est une base de la thèse défendue par Vincent Renoir, selon la célèbre formule de Robert Faurisson, « No holes, no holocaust ». Il est très difficile de retrouver les trous dans les ruines du crématoire 2, c'est vrai. On passe donc de l'affirmation « les trous sont difficilement détectables » à « les trous n'ont jamais existé ». Puis on réfute les témoignages parlant de ces trous, puis on réfute tous les témoignages et on évacue le génocide. Vincent Renoir me demande de montrer des trous parfaitement définis. Mais la dalle de plafond de la morgue 1 du crématoire 2 a été totalement démolie par une explosion. Elle est en nettement plus mauvais état que le toit de la salle des fours, qui lui montre des trous carrés bien définis. Dans cette vidéo, je ne peux montrer les trous tels qu'ils étaient pendant l'exploitation de cette installation. C'est pourquoi je m'attacherai à en démontrer l'existence indirectement, par l'étude des vestiges, des documents d'époque, et également par l'étude des équipements adjoints à ces trous pour l'usage prévu, c'est-à-dire l'introduction de Zyklon B dans ce local. En effet, et dans un tout autre domaine, la première planète extrasolaire découverte par les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz ne le fut que de manière indirecte, par les mouvements qu'elle imprimait à son étoile. Mouvements eux-mêmes découverts indirectement, par les variations de spectre lumineux de la dite étoile. Et pourtant, il aurait été impossible pour eux de produire une image de cette planète. Je m'attacherai aussi à l'analyse de l'argumentation de Vincent Renoir sur ce sujet pour en démontrer les faiblesses. Dans son argumentaire, Vincent Renoir réfute la présence de ces orifices dans le plafond de la morgue 1 du crématoire 2 du camp de Birkenau. Il se base sur les faits que ces orifices ne figurent sur aucun plan. Le plan que les négationnistes nous présentent depuis des années est le premier plan de masse, surnommé le blueprint, que Robert Faurisson a obtenu auprès de Tadeusz Iwasko lors de ses 2 visites au camp. Il s'agit de ce plan-ci. Or, ce plan n'est pas le plan définitif. Il n'est même pas complet. Notez par exemple que les fenêtres de la salle des fours ne figurent pas, de même que les huisseries et leurs sans ouverture. Néanmoins, Vincent Renoir présente ce plan rectificatif, plan simplifié et traduit du plan 2003 dressé par Walter Desjacaux. Ce plan est orienté différemment. C'est pourquoi
je me permets de vous en montrer une autre version orientée pareillement au plan original. Maintenant que ces plans sont orientés identiquement, on peut les comparer. Notez les cloisons installées dans la morgue 3 pour y aménager un bureau et des pièces de service. Notez également le déplacement de l'escalier d'accès à ces sous-sols. Voici le plan original de Walter Desjacaux. Il fait apparaître en plus la circulation des conduits de ventilation. On peut donc en déduire que ce fameux plan n'est pas un plan définitif de ces installations. Le fait qu'il ne fasse pas figurer les orifices ne peut rien prouver, ni dans un sens, ni dans un autre. Mais on va me dire qu'il existe des plans rectificatifs et un plan final, ne montrant pas non plus ces orifices. Revoyons en ce cas le plan Desjacaux. Notez que ce plan ne figure que le carrefour souterrain entre les 3 morgues de ce crématoire. La fameuse morgue 1 n'est pas visible en intégralité et donc ne pourrait montrer les fameux orifices. Une petite remarque, hors sujet certes. Les portes de la morgue 1 s'ouvrent vers l'extérieur. Est-ce logique ? Imaginez-vous en train de porter un corps. Ne serait-il pas plus pratique de pousser une porte pour entrer plutôt que de la tirer ? Regardez maintenant ce plan que Vincent Renoir présente sur son site comme le plan définitif après livraison. Il n'est pas plus complet que le blueprint original. Il ne fait figurer ni les cloisons de la morgue 3, ni l'escalier extérieur déplacé. Or, cet escalier a bien existé, comme on le voit sur la photo aérienne du crématoire 2 prise par les Alliés en 1944 et une photo actuelle du même crématoire 2. J'en déduis que ce plan, présenté par Vincent Renoir comme le plan définitif, précis et complet, n'est ni juste, ni définitif, ni précis, ni complet, de sorte qu'il n'y a aucune preuve d'absence de ces trous sur les plans de cette installation. Mais allons plus loin. Il existait, au-dessus de la salle des fours, des trous de communication avec les combles du local des fours, combles où logeaient, vers la fin, les membres du Sonderkommando. On voit ces orifices sur les photos d'époque et sur les ruines actuelles du crématoire. Ces trous ont sans contestation existé. Or, ils ne figurent non plus sur aucun plan. Et pourtant, quand on les examine, on constate que ce sont des orifices parfaitement dessinés et qu'il a fallu les prévoir dans le coffrage. Ils n'ont pas été réalisés après coup. On voit ici les trous au-dessus des fours. On constate que ces trous sont parfaitement maçonnés. Sur ces photos, on constate que les trous sont parfaitement visibles. Ils n'ont rien à voir avec des trous percés après coup. Voici pour comparer un trou repercé dans le toit de la morgue du crématoire 1. On peut constater les apports de mortier autour du trou pour le consolider. Ces trous au-dessus des fours ont donc bel et bien existé. Ils ont été prévus, puis ont été réalisés à la coulée du plafond. Or, ces trous existent-ils sur les plans ? Voyons cela. Première image, le blueprint original. On voit nettement que les trous du plafond de la salle des fours ne sont pas mentionnés. Mais il est vrai, et je l'ai démontré, que ce plan n'est ni juste ni complet. Voyons alors un plan plus précis. Sur cette seconde image, représentant un plan détaillé de la salle des fours, on voit nettement les fours, les rails pour les chariots, les piliers de soutènement, mais aucun trou. Ces inscriptions sur le plan pourraient être trompeuses, mais ce sont des cotes, comme celle-ci. L'absence de mention des orifices sur les plans du crématoire 2 ne prouve absolument pas leur absence. Elles ne prouvent pas non plus leur présence. Mais le secret qui entourait cette opération peut expliquer l'absence de plan correctif dans les archives dont nous disposons aujourd'hui. Il est possible que ce plan correctif ait été détruit. En ce qui concerne ce problème du secret, nous allons le voir en nous intéressant aux preuves documentaires éventuelles. L'orifice en lui-même ne suffit pas pour criminaliser ce crématoire. Il est un élément d'un système comprenant une colonne grillagée, un panier coulissant cette dernière, contenant les cristaux de zyklon B, une cheminée extérieure et un couvercle. Vincent Renoir prétend qu'il n'existerait aucune preuve documentaire de l'existence de ces équipements. Or, il oublie de préciser que ce bon de commande existe bel et bien, et ce n'est pas un quelconque exterminationniste qui l'affirme, mais bien quelqu'un de son camp. Carlo Matonio, dans son livre Auschwitz, The Case for Sanity. Zentralbauleitung, Créma 2, BW30. Objet, un système de suspension comme dessiné, un rail guide d'angle en acier comme dessiné, un cadre enraillé 3 avec une cage grillagée comme dessiné. Matériel à calculer et transmettre immédiatement. Livraison, commencer et terminer immédiatement. Commande de la Boleitung numéro 78 datée du 11 mars 43. Coût à coordonner avec la direction du camp. Exécuté par Mirek, Dintar, terminé le 25 mars 1943. Il y a également une commande pour le Créma 3, la numéro 293 du 10 avril 43. Créma 3 BW30A. Objet,
4 systèmes de suspension, comme dessiné. 4 rails guides d'angle en acier, comme dessiné. Un cadre enraillé 3 avec une cage grillagée, comme dessiné. À réaliser exactement comme la commande du 11 mars déjà effectuée. Les croquis sont à présent disponibles à l'atelier de métallurgie des détenus. Livraison. Commencer et terminer immédiatement. Commande de la Boleitung numéro 161, datée du 9 avril 43. Coût à coordonner avec la direction du camp. Exécuté par Mirek Dintar. Terminé le 28 avril 43. Pour expliquer cette absence des orifices d'introduction du Zyklon B sur le plan, Charles Provan a émis l'hypothèse, se basant sur le témoignage de Rudolf Heuss à Nuremberg, que Karl Bischoff, un des architectes de la Bauleitung, n'aurait pas été informé de la finalité homicide de l'installation qu'on lui demandait de concevoir. Il aurait dessiné un crématorium, normal si ce n'est ses capacités hors normes, puis Heuss aurait lui-même transformé cette installation en machinerie de mort. Voyons ce qu'il faut en penser. Cette thèse repose sur le témoignage de Heuss à Nuremberg. Question. Retournant à Auschwitz, pas à Berlin où vous veniez de discuter avec Himmler de l'extermination des Juifs à Auschwitz. Réponse. Oui. Question. Vous nous avez dit qu'il vous avait donné des ordres oralement, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Question. Avec qui d'autre avez-vous discuté des détails de l'extermination des Juifs à Auschwitz? Réponse. Je n'étais pas autorisé à discuter de ceci avec quiconque. C'était un sujet hautement confidentiel. Question. Himmler vous a-t-il donné des ordres concernant la construction d'une chambre à gaz? Réponse. Non, il me dit la chose suivante. J'étais supposé visiter les autres camps d'extermination en Pologne et éliminer dans la construction de mon camp les erreurs et inefficacités existant dans les camps polonais. J'étais censé lui montrer les plans du camp que je devais construire dans une période de 4 semaines. Puis, page suivante. Réponse. Le fait est que j'étais supposé traiter cela comme un sujet hautement confidentiel et ne discuter avec quiconque de ce que j'ai expliqué. Toutes les instructions, telles que les ordres et procédures, me seraient fournies par le RSHA par Eichmann. Question. Et donc, avant de réaliser votre tournée d'inspection, vous êtes retourné à Auschwitz? Réponse. Oui. Question. Qu'avez-vous fait à Auschwitz? Réponse. Je suis immédiatement entré en contact avec le chef des constructions et lui ai dit que j'avais besoin d'un vaste crématorium. Je lui ai dit que nous allions recevoir un grand nombre de personnes malades, mais je ne lui ai pas donné ma vraie raison. Et, après que nous ayons terminé nos plans, je les ai envoyés au Reichsführer SS, Himmler, après que je les ai modifiés en accord avec la réelle utilisation prévue par les instructions. Ils furent approuvés. Que penser de ces témoignages? Pour commencer, il convient d'en rappeler le contexte. Rudolf Heuss a été cité comme témoin de la défense d'Ernst Kaltenbrunner. Ernst Kaltenbrunner a pris la tête du RSHA en janvier 1943, suite à l'intérim de Himmler à ce poste, faisant suite à la mort de Reinhard Heydrich dans un attentat fin mai 1942. Son témoignage avait pour but de décharger Kaltenbrunner d'une responsabilité dans le déclenchement et la conduite du génocide. Car, en tant que chef du RSHA, Kaltenbrunner était le supérieur de Adolf Eichmann, du service 4B4 du RSHA, soit le bureau de la Gestapo chargé de la question juive. Il fallait donc dater les événements bien avant la prise de fonction de Kaltenbrunner, c'est ce qui explique cette chronologie aberrante. Car en effet, en croire ce témoignage, à une date non précisée, Himmler aurait donné l'ordre d'établir non loin d'Auschwitz une station d'extermination inspirée de ce qui se faisait déjà en Pologne, les camps de l'action Reinhardt, et que pour ce faire, Heuss aurait commencé à plancher sur un grand crématoire. Il faisait bien sûr allusion au crématoire 2. Il aurait alors demandé au chef des constructions, le SS Karl Bischoff, de dessiner un grand crématoire sans lui donner la finalité de cette construction hors norme. 3 morgues, 15 moufs, si ce n'est pour incinérer un grand nombre de malades qu'on allait lui envoyer. On oublie toutefois que les grands crématoriums de Birkenau sont entrés en service au printemps 1943 et que d'autres chambres à gaz les avaient précédés. Mais pour commencer, il y avait eu la visite de Himmler en mars 1941 pour commander la construction de l'annexe de Birkenau, destinée dans un premier temps à servir de vaste camp de prisonniers de guerre. L'opération Barbarossa était dans les cartons et aurait dû commencer en avril 1941, si la Wehrmacht n'avait pas dû aller aider l'armée de Mussolini en Éthiopie. Dans ses mémoires, Rudolf Heuss revient sur cet épisode. Selon la volonté du Reichsführer, Auschwitz était devenir une immense centrale de matériel de guerre actionnée par les déportés. Les indications qu'il nous donna lors de sa visite de mars 1941 étaient suffisamment précises. Il ne s'agissait plus d'élargir l'ancien camp pour y recevoir 30 000 internés, il fallait encore installer un camp pour 100 000 prisonniers de guerre et tenir 10 000 internés à la disposition de l'entreprise chimique Buna. C'était là des chiffres tout nouveaux dans l'histoire des camps de concentration, car à l'époque, un camp comportant 10 000 prisonniers représentait déjà quelque chose d'inhabituel. Puis, il y eut un ordre à l'été 1941. Commencer à préparer l'extermination des Juifs.
Certains historiens, comme Philippe Burin, pensent que Heuss se trompe d'une année. Ce qui est possible, car en 1941, il lui aurait été impossible de visiter les camps de l'action Reinhardt, car ces derniers n'étaient pas en fonction. Ou alors c'était un ordre préparatoire, avant que le génocide ne commence officiellement, comme le fut l'ordre de bâtir un camp de prisonniers d'une bataille qui allait commencer. Selon la volonté d'Himmler, Auschwitz était destiné à devenir le plus grand camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité. Au cours de l'été 1941, lorsqu'il me donna personnellement l'ordre de préparer à Auschwitz une installation destinée à l'extermination en masse et me chargea moi-même de cette opération, je ne pouvais me faire la moindre idée de l'envergure de cette entreprise et de l'effet qu'elle produirait. Heuss nous parle ensuite des premiers gazages. Il s'agissait de commissaires politiques de l'Armée rouge. Les gazages furent effectués d'abord à titre expérimental dans les cellules du bloc 11, puis, devant le côté peu pratique de ces locaux, dans la morgue du crématoire 1. Mais avant que soit inaugurée l'extermination en masse des Juifs, on allait procéder en 1941-1942, dans presque tous les camps de concentration, à la liquidation de tous les instructeurs politiques et de tous les commissaires politiques soviétiques. Conformément à un ordre secret du Führer, des commandos spéciaux de la Gestapo furent chargés de dépister ces instructeurs et ces commissaires dans tous les camps de prisonniers de guerre et de les transférer dans le camp de concentration le plus proche pour qu'ils y soient liquidés. Auschwitz reçut ainsi son lot de fonctionnaires politiques de l'armée rouge destinés à être liquidés. Ceux qui se trouvaient dans les premiers convois, relativement peu importants, furent fusillés par les commandos d'exécution de la troupe. Pendant l'un de mes voyages d'affaires, mon suppléant, le Schutzhaftlagerführer Fritsch, fit usage des gaz pour les tuer. Il employait en l'occurrence la préparation de cyanure, Zyklon B, qu'il avait sous la main parce qu'on l'utilisait constamment au bureau comme insecticide. Il m'en informa dès mon retour. Pour le convoi suivant, on utilisa de nouveau les mêmes gaz. C'est dans les cellules d'arrestation du bloc 11 qu'on procédait à la mise à mort des prisonniers au moyen des gaz. Comme l'utilisation du bloc 11 exigeait des préparatifs trop compliqués, on les dirigea vers le vieux crématoire. Tandis qu'on déchargeait les camions, on perça rapidement plusieurs trous dans les parois de pierre et de béton de la morgue. Les Russes se déshabillèrent dans une antichambre et franchirent très tranquillement le seuil. On leur avait dit qu'ils allaient à l'épouillage. Lorsque tout le convoi se trouva rassemblé, on ferma les portes et on laissa pénétrer le gaz par les trous. Le premier gazage de Juifs eut lieu au printemps 1942. Cette fois-ci, le gazage se pratiqua dans des fermes isolées, rebaptisées Bunker 1 et Bunker 2. C'est au printemps de 1942 qu'arrivèrent de Haute-Silésie les premiers convois de Juifs destinés à être exterminés jusqu'au dernier. On leur fit traverser les barbelés et on les conduisit à travers les champs où devaient s'élever par la suite les constructions du camp 2, vers une ferme transformée en bunker. Aumeier, Palitsch et quelques autres Blockführer les accompagnaient et s'entretenaient avec eux de la façon la plus anodine, pour ne pas éveiller leurs soupçons. Ils les interrogeaient sur leurs aptitudes, sur leur profession. Arrivés à la ferme, ils reçurent l'ordre de se déshabiller et ils entrèrent dans les pièces où ils s'attendaient à être désinfectés. Tout ceci pour montrer qu'il y avait eu des précédents avant les crématoires de Birkenau. Le témoignage de Heuss à Nuremberg n'est donc pas valide. Ensuite, il aurait dû, pour n'avoir à parler à personne de sa mission, s'en acquitter tout seul, ce qui veut dire accueillir les victimes, les faire se déshabiller, gérer les éventuelles rébellions, gérer le gaz, gérer la désaération et commander le Sonderkommando pour l'évacuation, l'ensevelissement ou la crémation des corps, le tout seul. Outre le fait que cette théorie est peu probable, elle est contredite par ses mémoires, où il évoque notamment les SS Aumeier et Palitsch, et par les témoignages d'anciens du Sonderkommando. On pense notamment à Philippe Müller. Les chuchotements de la foule cessèrent brusquement. Des centaines de regards se dirigèrent vers la toiture plate du crématoire où venaient d'apparaître quelques officiers SS. Au milieu d'eux, juste au-dessus de l'entrée des locaux, se tenait Aumeier en compagnie de Grabner, le chef de la Gestapo du camp, et de Hössler, le futur chef du camp de concentration des femmes. Aumeier prit la parole le premier. De sa voix cassée d'alcoolique, il s'adressa à cette masse de gens effrayés et anxieux. « Vous êtes venus ici pour vendre utile, comme nos soldats qui combattent sur le front. Ceux qui travailleront courageusement et feront preuve de bonne volonté seront bien traités. » Après cet exorde, Grabner enchaîna en invitant tout le monde à se déshabiller car, expliqua-t-il, dans l'intérêt des déportés, tout ce qui venait de l'extérieur devait être désinfecté pour éviter les risques d'épidémie. « Nous devons avant tout veiller sur votre santé, déclara-t-il. C'est pourquoi vous devez d'abord aller prendre une douche. Vous recevrez ensuite chacun une assiette de soupe. » Les couleurs de la vie revenaient sur les visages déformés par la peur. L'avenir paraissait maintenant moins sombre. Les paroles encourageantes des chefs SS produisirent l'effet attendu.
La méfiance et les soupçons avaient apparemment fait place à l'espérance. Qui sait? Peut-être même à la certitude que tout pouvait encore s'arranger. Hussler, ayant remarqué ce revirement, simula le désir d'avoir des rapports cordiaux avec les nouveaux déportés. Pour leur donner une impression de parfaite bonne foi, il se mit à jouer la comédie devant ses hommes pour mieux endormir leur méfiance. « Vous là-bas, dans le coin, lança-t-il un petit homme auquel il fit signe du doigt. Quelle est votre profession ?»« Tailleur, répondit celui-ci. »« Tailleur pour homme ou pour femme ?» se fit préciser Hussler. « Je suis à la fois tailleur pour homme et pour dame. »« Mais c'est parfait, s'écria le SS d'un air enthousiasmé. Nous avons justement besoin de gens comme vous dans nos ateliers. Revenez me voir après votre douche. Et vous ?» questionna-t-il en se retournant vers une femme plutôt bien mise qui se trouvait dans les premiers rangs. « Je suis infirmière, monsieur l'officier, répondit-elle. Vous avez de la chance, nous avons un besoin pressant d'infirmières dans notre hôpital. Et s'il y en a d'autres ici, qu'elles viennent me trouver après la douche. Nous avons également besoin d'artisans, intervint Grabner. Installateurs, électriciens, mécaniciens, maçons, tous ces spécialistes peuvent se présenter. Nous manquons aussi de manœuvres. Ici, tous les travailleurs peuvent trouver un emploi et y toucheront un bon salaire. Grabner termina en disant « Maintenant, enlevez vos vêtements, dépêchez-vous, sinon la soupe sera froide. » Notez la présence du SS Aumeier dans les deux récits, et le comportement identique des cadres SS, notamment sur leur façon de rassurer les détenus en leur parlant de leur profession. Mais les exécutants ne sont pas suffisants pour mettre sur pied une telle opération. Comme vu précédemment, c'est Fritsch qui inventa l'usage du Zyklon B pour les gazages homicides. Mais il y a également un élément du témoignage de Heuss à Cracovie en janvier 1947 qui, à la lumière de ces faits, devient totalement valide et ne peut plus entrer en contradiction avec un témoignage orienté pour défendre un de ses supérieurs. Les plans de la chambre à gaz ont été réalisés par Karl Bischoff, chef du bureau des constructions du camp de concentration, et par moi. Le projet fut plus tard discuté avec le chef du bureau du groupe C, l'ingénieur Kammler. La construction des chambres à gaz fut effectuée par le bureau de construction du camp sous la direction de son chef, Bischoff. De plus, et on le verra plus loin, il existe un document prouvant que Bischoff et Kammler étaient informés de la finalité de ces crématoires, et qui donc étaye ce témoignage. Le pire, dans le témoignage de Nuremberg, est l'excuse qu'il prétend donner à Bischoff pour lui cacher la finalité de son crématoire. Soit Bischoff était un crétin pour croire à une fable pareille, soit eux c'en était un autre pour penser qu'une telle idiotie allait être crue. Soit Bischoff était au courant des ordres, en effet. Bischoff ne pouvait pas ignorer la finalité du bâtiment que Heuss lui demandait de dessiner. N'oublions pas que ça gazait déjà à tour de bras dans les bunkers, et surtout que le crémain avait déjà servi à cet usage, et qu'une morgue pouvait tout à fait être détournée en chambre à gaz. De plus, il y a le témoignage de Heuss à Cracovie, étayé par une lettre que nous verrons plus loin. Cette thèse de Provan, reposant sur le témoignage douteux de Heuss, pour expliquer l'absence de traces des orifices d'introduction sur les plans, s'écroule donc. La brochure No Hose, No Holocaust est-elle à rejeter entièrement? Non, et nous verrons plus tard pourquoi. Néanmoins, il faut expliquer l'absence de plan montrant ces orifices. Le secret était nécessaire pour une telle opération. Cette opération a vu un précédent, l'action T4, d'euthanasie des handicapés physiques et mentaux. Cette opération lancée en 1939 s'est déroulée elle aussi autant que faire se peut dans le secret. Mais le secret ne put être gardé, il s'ensuivit un véritable scandale dans l'opinion publique, mais surtout dans l'Église. Et c'est grâce à une protestation de Monseigneur von Galen que cette opération prit fin, du moins officiellement. Pour la nouvelle opération décidée à l'automne 1941, il était inconcevable que cette opération puisse être connue du public. Mais, comme je l'ai souligné précédemment, il aurait été impossible de confier à des hommes isolés, en l'occurrence Heuss dans le cas d'Auschwitz, une telle tâche. Il lui fallait s'entourer de spécialistes et d'hommes de main. Le secret devait être partagé, même par un comité restreint. Le secret était toutefois bien gardé, comme nous le dit Philippe Müller. Nous étions devenus, sans le savoir, des détenus au secret, et nous ne devions plus avoir de contact avec les autres prisonniers, ni avec les SS non initiés. Nous ne participions plus à l'appel des matricules. Nous étions inscrits sur une liste spéciale où nous figurions sur le numéro de notre cellule. Les jours suivants, la porte de notre local s'ouvrit régulièrement 3 fois par jour pour la distribution de nos portions. Plus de réquisitions pour le travail et il semblait qu'on nous eût oubliés. Un jour cependant, une activité fiévreuse régna dans le sous-sol du bloc 11. Nous entendîmes la porte de fer et la grille d'accès aux cellules s'ouvrir et, d'après ce que nous pouvions comprendre, il ressortait qu'un groupe de SS était descendu dans le sous-sol. Il ne fallait donc pas de traces écrites. La transmission se devait d'être orale. On pourra opposer qu'il y a eu des bons de commande officiels pour des portes étanches au gaz, c'est vrai. Mais il y avait aussi à Auschwitz des chambres à gaz insecticides, tout à fait officielles. Les cabines autoclaves de Degesch, mais aussi des locaux aménagés pour cet usage. Il était donc possible de justifier la présence de ces équipements. Mais nous reviendrons plus tard sur ces chambres à gaz dépouillage.
Mais malgré ce culte du secret et le désir de ne laisser aucune trace écrite, il y eut des bavures car même dans un corps aussi discipliné que la SS, des erreurs étaient toujours possibles. Alors voici une lettre que Karl Bischoff adressa à son chef, l'ingénieur Kammler, concernant la construction du crématoire 2. Le crématoire 2 a été achevé grâce à l'emploi de toutes les forces disponibles, malgré des difficultés immenses et un temps de gel, par des équipes de jour et de nuit, à l'exception de quelques détails de construction. Les fours ont été allumés en présence de monsieur l'ingénieur principal Prüfer de l'entreprise Topf et Fils d'Erfurt, chargé de leur construction, et ils fonctionnent parfaitement. Le plafond en béton de la cave aux cadavres, la chaîne Keller, n'a pas pu être encore décoffré en raison de l'action du gel. Cela est toutefois sans importance étant donné que la cave de gazage, Vergasungskeller, peut être utilisée à cette fin. Voilà. Donc cette lettre prouve que tant Bischoff que Kammler étaient au courant de la destination homicide de l'installation. Donc voilà un document émanant de la firme Riedel et Fils, concernant cette fois-ci le crématoire 4. Surligné en jaune, on peut lire en allemand Fußboden, Aufschüttung, Auffüllen, Stampfen und Fußboden betonieren im Gaskammer. Ce qui veut dire remblayage du sol, damage et bétonnage du sol dans la chambre à gaz. En conclusion, je me permets, à la lumière des faits évoqués précédemment, de proposer une explication à cette absence de plan pour les 4 orifices d'introduction. Himmler demanda à Heuss en mars 1941 de construire le camp de Birkenau, destiné à devenir un camp de prisonniers de guerre russes pour l'opération Barbarossa en préparation. Pourquoi faire appel à un camp de concentration ? Tout simplement car les Totenkopfverband, les personnels des camps de concentration, étaient techniquement membres de la Waffen-SS et donc de l'armée. Il demanda ensuite à Heuss de se préparer à gazer en masse des Juifs. Le début du génocide devait commencer quelques mois plus tard avec les Einsatzgruppen en URSS occupée. Puis en janvier 1942, la conférence de Wannsee mit au point les modalités pratiques du génocide, devant se faire par le travail forcé et un traitement spécial pour les survivants. Entre-temps, le gazage homicide au Zyklon B fut mis au point, notamment par Fritsch, et les premiers gazages expérimentaux sur des commissaires politiques communistes débutèrent en septembre au bloc 11. Le processus présentant de nombreux défauts, les gazages continuèrent dans la morgue du crématoire 1 d'Auschwitz. Au printemps 1942, commencèrent les premiers gazages massifs de juifs. Le crématoire 1 a été progressivement abandonné au profit des fermettes de l'ancien village de Brzezinska, évacué pour la construction de Birkenau. L'avantage des fermettes est qu'elles étaient isolées et permettaient de garder plus facilement le secret. En effet, n'oublions pas le scandale de l'action T4, dont le secret a été éventé dans le grand public. En août 1942, furent commandés et dessinés les 4 grands crématoires de Birkenau. Bischoff savait pertinemment qu'il dessinait des installations homicides, et l'expérience acquise sur les précédentes avait pu lui fournir le cahier des charges de telles installations. Mais face à l'exigence de secret, il maquilla les plans. La salle de déshabillage devint la morgue 2, la chambre à gaz la morgue 1. Pour éviter que le scandale de l'action TK ne puisse se reproduire, il fallait que le secret reste cantonné au seul SS, d'où le maquillage des plans, la chaîne Keller dans les pièces souterraines, pas de trous figurant sur les plans, et l'absence de plans modificatifs envoyés à Himmler. On peut d'ailleurs se permettre une petite remarque linguistique. Le vrai mot pour morgue en allemand est Leichenhalle, comme sur les plans du crématoire 1. La chaîne Keller est impropre et non reconnue par les traducteurs automatiques, qui en anglais renvoient une traduction littérale, corps cellar, et en français ne renvoient rien du tout. C'était un néologisme, un mot valise pour dire qu'il s'agissait de salles souterraines. Les orifices furent donc probablement l'objet d'un plan séparé destiné à être détruit ensuite. Le gros des troupes de construction furent les déportés, mais l'examen de documents d'époque montre qu'il y a eu des appels à des sociétés extérieures comme Topf et Fils d'Erfurt, Riedel et Fils de Belitz ou Robert Kohler de Myslowitz. Ce qui explique l'absence de traces documentaires, voulues mais pas toujours bien respectées. Il y a bien eu des bavures. Mais voyons quel est l'avis de Vincent Renoir sur la thèse de Provan. C'est intéressant car il se sert de la réfutation de la thèse de Provan comme levier pour réfuter tout ce qu'il appelle la thèse officielle. Une thèse fondée sur des aveux contradictoires. L'ennui pour Charles Provan est que lors d'un interrogatoire à Cracovie le 29 janvier 1947, Rudolf Heuss déclara « Les plans des chambres à gaz ont été réalisés par Karl Bischoff, chef du bureau des constructions du camp de concentration et par moi. Le projet fut plus tard discuté avec le chef du bureau du groupe C, l'ingénieur Kammler. La construction des chambres à gaz fut effectuée par le bureau de construction du camp sous la direction de son chef, Bischoff. Et, scène de commenter, l'ensemble de chambres à gaz et des fours crématoires a été envisagé et construit avec une intention préméditée d'organiser un fonctionnement comparable à celui d'une usine. L'analyse des plans de cet ensemble d'aménagements indique toute l'ingéniosité de ce cycle de production et l'organisation minutieuse de la circulation du matériel humain vif et mort, depuis l'entrée dans le vestiaire jusqu'au four muni de grues électriques.
Que vaut une thèse bâtie sur les déclarations d'un homme qui s'est gravement contredit? Pas grand-chose naturellement. Mais même si l'on oublie les incohérences et les contradictions de Rudolf Höss, le scénario imaginé par Charles Provan est totalement stupide pour 3 raisons principales. Un non-technicien ne peut concevoir seul une chambre à gaz. Comme l'a bien souligné le juge américain Arnold L. Sebring à Nuremberg, aucun non-spécialiste ne peut construire une chambre à gaz homicide sans l'aide de techniciens compétents. Les problèmes techniques liés à la vaporisation et la ventilation de l'acide cyanhydrique sont beaucoup trop complexes. En conséquence, on voit mal un Rudolf Höss, seul dans son bureau et totalement ignorant en chimie, modifier une fermette, le bunker 1, puis des morgues pour les transformer en locaux d'asphyxie. Jamais il n'y serait parvenu, et s'il avait prétendu y parvenir, le résultat eût été catastrophique. Notons d'ailleurs que les soi-disant plans modifiés et envoyés à Himmler pour accord n'ont jamais été retrouvés. Dans son ouvrage paru en 1989, Jean-Claude Pressac cite les mémoires de Rudolf Höss et plus particulièrement le passage où il déclare avoir envoyé par courrier à Himmler un plan et une description du bunker 1. Seulement voilà, à cette date, écrit Pressac, cette correspondance n'a pas été retrouvée. Il en va de même avec les prétendus plans modifiés du crématoire 2. Personne n'est capable de les montrer, la thèse se fonde donc sur du vide. Un secret qui aurait été éventé depuis longtemps. D'après l'histoire officielle, Heinrich Himmler aurait convoqué Rudolf Höss en juin 1942 afin de l'avertir que son camp avait été choisi pour exterminer les Juifs. Aucun des grands crématoires n'étant encore construit, celui-ci aurait choisi d'aménager à la hâte une fermette, le bunker 2, afin de perpétrer les premiers gazages massifs. Jean-Claude Pressac écrit « Non loin du bunker 1 s'élevait une seconde fermette, crépie de chaux et une superficie de 105 mètres carrés. La transformer en chambre à gaz était simple, l'opération ayant déjà été réalisée au bunker 1. Mais Höss voulut améliorer la ventilation. Il consulta Bischoff. Finalement furent construits dans la blanche chaumière 4 petites chambres à gaz d'environ 50 mètres carrés. La maisonnette blanche, bunker 2, fut opérationnelle fin juin 1942. Plus loin, après avoir prétendu que, le 18 juillet, Himmler aurait assisté à la sélection d'un convoi de juifs hollandais et au gazage des inaptes dans le bunker 2, Jean-Claude Pressac précise « Parce que Himmler avait trouvé que le déshabillage des juifs en plein air devant le bunker 2 faisait désordre, Bischoff demanda dans son second rapport le montage, près des 2 bunkers, de 4 baraques écuries de bois comme vestiaires pour les inaptes. La demande fut formulée ainsi. 4 baraques pour le traitement spécial des détenus à Birkenau. C'était la toute première fois que le mot « traitement spécial » apparaissait, et ce fin juillet 1942. Mais la catégorie des personnes sur qui il portait et sa finalité n'était précisément connue que des SS de Berlin et d'Auschwitz. On en déduit que dès l'été 1942, des gazages massifs auraient eu lieu à Birkenau dans une fermette dont Karl Bischoff avait été informé de la reconversion et du besoin en vestiaire pour le traitement spécial, expression dont le vrai sens était connu des SS à Auschwitz et à Berlin. Dès lors, comment croire que cet architecte, capitaine SS qui travaillait tous les jours à Auschwitz, aurait pu ignorer la prétendue extermination des Juifs? C'est absurde. Si l'on admet la thèse officielle, on doit conclure que dès juillet 1942, l'affaire secrète d'Himmler aurait été connue d'un très grand nombre à Birkenau. En conséquence, on ne voit pas pourquoi Rudolf Höss aurait jusqu'au bout caché à Karl Bischoff la finalité réelle du crématoire qu'il dessinait. Un secret qui n'aurait pu être gardé. Et même si nous oublions l'histoire du bunker 2, pourquoi cacher la destination réelle du crématoire aux architectes qui les dessinaient, puisque ces derniers l'auraient fatalement apprise un jour ou l'autre? Lors du percement des trous par exemple, puisque ceci aurait dû être réalisé par une équipe d'ouvriers à la vue de tous, l'information serait nécessairement parvenue aux oreilles d'un architecte suscitant des questions. Ou alors, comme le dit justement B. Rank, il faut supposer que Rudolf Höss comptait profiter de la clarté lunaire pour percer lui-même une nuit en cachette les fameux orifices d'introduction, nous nageons en pleine ineptie. Allons plus loin. Supposons que les trous aient été percés et les colonnes grillagées construites puis placées à l'insu de Karl Bischoff par un quelconque Sonderkommando. Supposons en outre que cette chambre à gaz hâtivement bricolée sans l'aide de techniciens ait pu fonctionner. Nous sommes ici en pleine histoire-fiction. Très rapidement, Karl Bischoff aurait appris que son crématoire servait désormais à exterminer à la chaîne, car une telle entreprise d'extermination aurait fatalement été connue dans tout le camp. On le voit, l'histoire imaginée par Charles Provan afin d'expliquer le mutisme des plans du crématoire est contredite, non seulement par la thèse officielle, mais aussi par le simple bon sens. Un scénario qui ruinerait la thèse officielle. J'ajoute ce qui suit. Depuis Jean-Claude Pressac, les historiens officiels prétendent trouver dans les différents plans des crématoires et dans les correspondances, commandes, fiches de travail, bordereaux, des bavures criminelles révélant la finalité homicide des installations. La suppression d'une glissière à cadavre sur le plan 2003 du 19 décembre 1942,
Les termes Auskleideraum, salle de déshabillage, Fergasungskeller, cave à gazage, Sonderkeller, cave spéciale, seraient autant de gaffes commises par des ingénieurs, des architectes et des ouvriers qui savaient. Seulement, si le scénario de Charles Provan est véridique, comprenez, si ceux qui travaillaient sur les chantiers des crématoires ignoraient les intentions homicides des commanditaires, alors la thèse des bavures criminelles s'effondre, car, par définition, un ignorant ne peut gaffer. On comprend pourquoi la brochure No Hole, No Holocaust reste si peu connue du grand public. Quoi qu'il en soit, l'inexistence de plans montrant les trous et les colonnes grillagées suffit ou suffirait pour conclure en leur inexistence. L'objection des témoignages contradictoires de Heuss ne tient plus, du fait que le témoignage de Nuremberg était un tissu d'ânerie, dans le but de décharger au maximum Kaltenbrunner. Par contre, son témoignage de Cracovie du 29 janvier 1947 n'est en rien contradictoire, ni avec ses mémoires, ni avec les faits, notamment la lettre de Bischoff à Kammler vue précédemment. Il a bien pris conseil auprès de Bischoff, Kammler et Fritsch pour mettre sur pied le programme de gazage d'homicide. L'objection de l'incompétence de Heuss pour mettre en place ce plan non plus n'est pas valable. Heuss s'était entouré de spécialistes comme Fritsch, également des spécialistes en cyclone B de la SS. Elle l'aurait été par contre si, comme on en croit le témoignage de Nuremberg, il avait dû tout faire tout seul, mais j'ai démontré qu'il n'en était rien. L'usage de Zyklon B était en effet bien maîtrisé dans la SS. N'oublions pas que des chambres à gaz insecticides étaient en fonction pour détruire les poux, vecteur du typhus, qui était une des plaies de ce camp. Cette image montre d'ailleurs de larges taches de bleu de Prusse, résultat de la réaction du cyanure d'hydrogène avec le fer présent dans le béton. Le Zyklon B n'était pas en vente libre. Depuis le début commercial de ce produit en 1926, il fallait être titulaire d'une autorisation délivrée par les autorités du land pour pouvoir s'en procurer, comme l'étude de Joly nous l'apprend. En 1931, un nouvel arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture fixe des conditions précises pour l'utilisation de l'acide cyanhydrique. Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à des personnes qui ont une bonne réputation et qui sont formées à l'utilisation de telles substances. Cette formation passe par l'obtention d'un examen attribué par les autorités du land. Le nombre d'autorisations accordées est limité. En 1935, seules 10 entreprises ne faisant pas partie du groupe De Gesch, CF Infra, réparties dans différentes villes allemandes sont autorisées à faire des fumigations commerciales de Zyklon B. En 1937, un certain nombre d'autorisations sont supprimées et les entreprises ne sont plus que 8. Il semble que le nombre n'ait guère varié dans les années suivantes. L'accès à cette activité dangereuse reste donc restreint. Ce même texte nous apprend que la SS avait ses propres équipes, ses propres spécialistes de Zyklon B, formés par la société Testa, dirigée par Bruno Tesch. L'organisation nazie venait en effet d'obtenir en avril 1941 une dérogation générale pour utiliser l'acide cyanhydrique dans la lutte contre les parasites, qui la dispense de respecter la réglementation et les prescriptions d'utilisation. À la différence de la Wehrmacht, qui fait plutôt appel aux entreprises privées accréditées pour la fumigation, la SS avait formé ses propres équipes spécialisées. La Testa, avec en particulier son dirigeant Bruno Tesch, avait pris en charge ces formations. La SS était donc habilitée à acheter son Zyklon auprès des entreprises distributrices sans avoir à justifier de son usage. Elle fait en outre déjà fonctionner, dans un certain nombre de ces camps de concentration, des chambres à gaz pour l'épouillage des vêtements. Les objections suivantes ne tiennent pas non plus. Le secret était très certainement inventé du fait que les gazages homicides avaient déjà commencé. Le secret était impossible à tenir, certes, tout le monde dans le camp était au courant, ou pouvait l'être, ou pouvait se voiler la face pour ne pas le savoir. Par contre, le secret ne devait pas franchir l'enceinte du camp. A noter également, après que la thèse de Provan soit par terre, Vincent Renoir la relève pour montrer une contradiction avec les documents dont j'ai déjà parlé, montrant des bavures documentaires, et en profite d'ailleurs pour tirer la conclusion que toute la thèse officielle serait inepte. Or, Provan n'engage que lui. Il n'y a pas de complot exterminationniste qui dictera à chacun ce qu'il devra dire pour construire la thèse officielle, qui n'existe pas d'ailleurs. Les historiens ne sont même pas tous d'accord entre eux. En allant plus loin, je trouve étrange de réfuter une thèse, puis pour relever une contradiction, la reprendre. La thèse de Provan est fausse. Vincent Renoir et moi sommes, pour des raisons différentes, tout à fait d'accord. La thèse de Provan est donc nulle et non avenue. Je l'ai rejetée, ce n'est pas pour la ressortir plus tard si ça m'arrange. Il existe aussi des preuves photographiques que Vincent Renoir réfute. Pour commencer, et je suis d'accord, il existe une barrière au détail que l'on peut enregistrer avec un film, et cette barrière est la granularité du film. C'est exactement la même chose avec un système d'enregistrement numérique de l'image. Un capteur CCD ne pourra fouiller des détails plus petits que ses pixels. Mais également, ce n'est pas parce qu'une photo ne montre pas un détail que ce détail n'existe pas dans la réalité. Voici une photo aérienne
issu d'un site de cartographie bien connu. Considérez le bâtiment ovoïde en surbrillance. Il y a des choses autour qui pourraient nous en préciser la fonction. À présent, zoomons dans l'image. Le bâtiment est plus grand, mais les détails ne sont pas plus reconnaissables. Pourtant, il s'agit ici d'une flèche de béton avec des cloches et une croix, et ici une statue de la Vierge, faisant de ce bâtiment une église. Vous ne me croyez pas? Alors voilà une photo depuis le sol. Les objets en question sont parfaitement identifiables à présent. Le bâtiment est sans contestation possible une église. Ce petit exemple permet de montrer qu'une absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence. Revenons au Créma 2. La photo aérienne prise à l'été 1944 par la RAF était surtout centrée sur l'usine Buna de Monowitz. Il serait impossible de reconnaître un objet aussi petit qu'une cheminée d'introduction, et ce, même avec un fort agrandissement. Sur ce point, messieurs Keren, McCarthy et Mazal ont tort. Par contre, et là où Vincent Renoir va trop loin, c'est quand il évoque les stéréogrammes de points aléatoires. Car en effet, la stéréoscopie qu'évoquent messieurs Keren, McCarthy et Mazal n'est pas une stéréoscopie de points aléatoires, mais bien une réelle stéréoscopie basée sur deux photos prenant la scène sous des angles légèrement différents. Cette photo montre néanmoins à l'œil nu 4 taches sur les toits des morgues 1, des crématoriums 2 et 3. Mais quelle est la nature de ces taches? Messieurs Keren, McCarthy et Mazal ont formulé des hypothèses en rapport avec la présence dans ou à proximité de ces taches de cheminées d'introduction du zyklon B. Ces hypothèses sont piétinement par le personnel du camp chargé de déverser le zyklon B dans la chambre à gaz, cage contenant les cristaux usagés de zyklon B, ou du rinçage des cages de zyklon B. Mais Vincent Renoir rejette cette hypothèse. Le zyklon B étant un acide faible, formule HCN pKa 9,2, il ne se dissocie que très peu dans l'eau, dissoudre étant ici un terme impropre. Pour le rendre inoffensif, il faudrait le neutraliser en versant dessus une base comme de la soude ou de la potasse. Mais ces produits ne font pas pousser de l'herbe, bien au contraire. De plus, comment de l'herbe pourrait-elle pousser en des endroits régulièrement foulés aux pieds? Je ne suis pas d'accord. Et je m'étonne d'ailleurs que Vincent Renoir, ingénieur chimiste de formation, puisse se livrer à une telle approximation. À l'entendre, dissolution et dissociation seraient deux termes à peu près équivalents, mais que dans le cas des réactions acido-basiques, seul le mot dissociation serait correct. Or ce sont deux choses tout à fait différentes, mais concomitantes. Il faut d'abord définir ce que sont la dissolution et la dissociation. Ce sont deux choses différentes mais concomitantes. Ici, nous avons d'un côté de l'eau et de l'autre de l'éthanol. Nous allons mélanger ces deux produits. On observe que chaque molécule d'éthanol est entourée de molécules d'eau. Il ne se forme pas de concentration locale d'éthanol. Ensuite, c'est tout. Chaque molécule d'alcool reste intègre. On a seulement une dissolution. Maintenant, que se passe-t-il en cas de dissolution d'un acide fort? J'ai pris comme exemple l'acide chlorhydrique. On a du chlorure d'hydrogène qui se présente sous forme de gaz, puis de l'eau. On mélange ces deux produits. Le chlorure d'hydrogène se dissout dans l'eau, mais il se dissocie entièrement et disparaît en tant que tel. Au niveau moléculaire, chaque molécule de chlorure d'hydrogène va perdre un ion hydrogène positif qui va alors s'associer à une molécule d'eau pour former l'ion hydronium, caractéristique de l'acidité. Cette réaction sera irréversible. Que se passera-t-il dans le cas d'un acide faible? J'ai pris comme exemple l'acide acétique, présent dans le vinaigre. On a d'un côté les molécules d'acide acétique et l'eau de l'autre. On mélange, on observe une dissolution de l'acide acétique dans l'eau. Pour une très faible partie des molécules d'acide acétique, on aura une dissociation. Regardez en particulier ce qui se passe pour la molécule désignée par la flèche jaune. Cette molécule va perdre un ion hydrogène positif qui va s'associer à une molécule d'eau pour former l'ion hydronium. Les autres molécules resteront inchangées. Voilà une vue de la solution. La majorité des molécules d'acide acétique sont intactes et en solution dans l'eau. Pour une très faible minorité, comme celle entourée, on a une dissociation. On peut se demander alors quelle est la proportion de molécules dissociées. Cette proportion permet de définir la constante d'acidité. La constante d'acidité est le rapport entre le nombre de molécules dissociées sur le nombre de molécules intactes, comme l'indique la formule à l'écran. Dans le cas de l'acide cyanhydrique, qui nous intéresse ici, ce chiffre est de 10 puissance moins 9, ce qui veut dire 0,80 et un 1, soit 1 milliardième, ce qui veut dire qu'il y a une molécule dissociée pour 1 milliard de molécules en solution. Ce chiffre étant délicat à utiliser, on préfère la notation pKa égale 9, que Vincent Renoir utilise sur son site. Pour employer un mot savant, pKa est le cologarithme de base 10 du Ka. Ce qui veut dire que si l'on met en présence d'eau de l'acide cyanhydrique, il se dissoudra entièrement, mais ne produira qu'une très infime minorité d'ion hydronium. Si le but est de préparer une solution très corrosive, ce sera un échec,
Par contre, s'il s'agit de capturer des molécules d'acide cyanhydrique logées dans un caillou de zyklon B pour éviter leur évaporation, ce sera efficace. Donc, il est tout à fait possible de dissoudre du cyanure d'hydrogène en quantité dans l'eau. Le résultat sera une solution aqueuse de cyanure d'hydrogène, d'ion cyanure Cn-, minoritaire, et d'ion H3O+, minoritaire aussi. Ce n'est pas parce que H et N ne se dissocient que très peu, une molécule sur 1 milliard, qu'il n'est pas hautement soluble. Maintenant, quelles sont les hypothèses des négationnistes sur le sujet? Selon John Seaborg, ce serait un trucage de la CIA. Charles Provan est d'accord avec cette thèse, mais Vincent Renoir et moi sommes d'accord pour la réfuter. Aujourd'hui encore, les taches noires visibles sur les toits des morgues 1, des crématoires 2 et 3 au camp de Birkenau n'ont aucune explication certaine. John Ball et Charles Provan pensent qu'il s'agit de marques ajoutées après coup par des faussaires. Personnellement, je rejette ce genre d'hypothèse tant qu'il en existe d'autres plus simples. Vincent Renoir a dit plusieurs fois, et c'est tout à son honneur, qu'il rejetait toute théorie du complot. L'hypothèse de John Seaborg est effectivement le type même d'hypothèse formulée dans toutes les théories complotistes, impliquant dans de grands événements les services secrets de puissances occidentales. Il faut toutefois préciser que John Seaborg a été récusé comme témoin expert au procès d'Ernst Zundel en 1988 et qu'il a été contredit par Neville Bryant et Carol Lucas, deux experts reconnus en photo aérienne, et que de la sorte, sa théorie est difficilement crédible. Mais continuons. Dans Auschwitz Lies, ainsi, Carlo Matonio suggère l'existence de végétation qui poussait sur la couche de terre recouvrant le toit. Pourquoi pas? La disparition des traces sur la photo du 13 septembre signifierait qu'au crématoire 2, cette végétation avait été enlevée. Pourquoi pas en effet, mais dans ce cas, il faudrait expliquer 2 points. Pourquoi n'y a-t-il pas de taches et donc de végétation sur les toits des morgues 2? Et pourquoi cette végétation parasite se répartirait sagement en 4 taches, alors que la végétation parasite se répartit plus ou moins aléatoirement? Vous voyez comment la mousse se répartit aléatoirement sur toute la surface, sur une photo récente. Personnellement, je privilégie une autre explication donnée par Carlo Matonio et qui repose sur le fait que, pour assurer l'étanchéité, la dalle en béton armé du toit de la morgue contenait une couche de bitume. Sachant que les matériaux utilisés pendant la guerre n'étaient pas toujours de première qualité et que des vices de construction étaient parfois à déplorer, il est possible que des fissures soient apparues dans les dalles de béton, donc des fissures qui auraient nécessité d'enlever la terre qui recouvrait l'édifice afin de faire des réparations de fortune. On oublie en effet très souvent que le béton armé n'est ni facile à réaliser, ni résistant à toute épreuve. Ce mémoire parle de la corrosion naturelle des bétons armés, sous l'action de 2 agents principaux, le dioxyde de carbone et les chlorures. Il en résulte une corrosion des armatures qui va provoquer des éclatements locaux dans le béton. Cet autre mémoire évoque les possibles malfaçons de ce matériau. L'auteur souligne qu'un béton trop faiblement dosé en ciment se fissurera pour laisser les armatures apparentes. Ici, on insiste sur le fait qu'un béton dans lequel on a mis trop d'eau pour le placer plus facilement, ou qui a subi le gel, peut perdre 50% de sa résistance à la compression. Un surplus d'eau est une cause récurrente des malfaçons. Là, l'auteur appelle l'attention sur la nécessité d'un ferraillage bien placé et d'une adhérence parfaite, sans quoi le béton pourrait se déformer puis se briser. Dans cet ouvrage de 1914, enfin, on signalait les dangers des transports de matériaux sur du béton fraîchement coulé, ainsi que des coffrages mal assujettis. Les causes de malfaçon sont nombreuses. Sachant qu'à Birkenau, les constructions furent menées en pleine période de rationnement et au cours de l'hiver polonais, l'hypothèse de défaut est concevable. Autre hypothèse évoquée, une fissuration du béton. En effet, la dalle du toit est constituée de 2 couches de béton prenant en sandwich une couche de papier bitumineux. Sur cette vue, on voit la structure de la dalle, avec une couche inférieure de béton de gravier, une couche de papier bitumineux et une très fine couche de béton de sable. Il serait possible que cette couche très fine de béton effectivement se soit fissurée, d'autant que le gel a gêné les travaux et a retardé le décoffrage de cette dalle. Par contre, comme on l'a vu, cette couche supérieure de béton est extrêmement fine et ne comporte pas de ferraillage. C'est un simple revêtement. Les hypothèses de fissuration dues à l'interaction chimique avec les fers à béton est ici à exclure. L'analyse des taches montre que celles-ci sont situées sur ou proche de l'axe central du toit, c'est-à-dire là où la dalle reposait sur les piliers de soutènement. On peut imaginer que la compression et les déformations subséquentes aient endommagé le toit, découvrant le ferraillage, voire par endroits la couche de bitume.
Pendant la belle saison de l'année 44, la terre aura été retirée des morgues 1 afin d'assécher la dalle victime d'infiltration d'eau en prévision de travaux de réfection. Voilà peut-être pourquoi le cliché aérien d'août 1944 montre des taches sur la morgue 1 du crématoire 2. Telle est l'hypothèse que je privilégie, tout en admettant qu'elle n'est pas la seule envisageable et qu'elle n'a rien de définitif. L'argument de la compression des piliers de soutènement pour expliquer la proximité des taches avec l'axe central pourra impressionner le néophyte. Mais il faut savoir que le béton est justement beaucoup plus résistant à la compression qu'à la flexion. Vous voyez à l'écran une structure de béton classique constituée de deux appuis, piles de béton ou murs peu importe, et une pièce horizontale en appui sur ses extrémités. Voici le poids qui s'exerce en chaque point de cette structure horizontale, représenté par ces flèches noires. Comme la pièce horizontale ne tombe pas, c'est qu'il y a une réaction des piliers représentée par les flèches rouges. Si on examine ces forces, on constate qu'elles se compensent aux extrémités, mais qu'elles compressent les dites extrémités. Par contre, au centre, seul le poids s'exerce, et c'est par sa rigidité que la pièce horizontale tient. Par contre, elle est soumise à une force de flexion, force à laquelle le béton est le plus sensible. Sous l'effet de son propre poids, les forces de flexion seront les plus fortes à plus grande distance des points d'appui. Les taches devraient donc se trouver soit entre les piliers, soit à mi-distance entre l'axe central et les bords, soutenus par la maçonnerie des murs. De plus, la dalle ne repose pas directement sur les piliers de soutènement, mais sur une poutre centrale de béton armé, qui, elle, repose sur les piliers. On voit ici la poutre de béton armé soutenant le toit. On voit donc difficilement pourquoi le béton se serait spontanément fissuré. Justement là où la dalle est la plus solide et ne subit que des forces de compression, et pas là où elle est le plus fragile et la plus susceptible de subir des forces de flexion. De plus, le toit de la morgue 2, plus large et donc présentant une portée plus importante, ne présente pas ces fissures. Et c'est la même chose au crématoire 3. Morgue 2 sans tache et tache sur la morgue 1. L'hypothèse du béton fissuré s'expliquerait alors par le piétinement du toit. Le béton fait supérieur aurait cédé à force d'être foulé au pied. Il y a 4 taches sur les deux morgues 1 des crématoires 2 et 3. 4 comme les systèmes d'introduction du Zyklon B. Et aucune tache sur les morgues des crémas 2 et 3. J'y vois la preuve, si la fissuration du béton est effectivement la cause de ces taches, que le béton a été piétiné à 4 endroits, comme les 4 orifices d'introduction du Zyklon B, et uniquement sur les morgues 1, pièces présentées par l'historiographie comme les chambres à gaz. Mais il existe un fait capital à surtout ne pas négliger. C'est que le toit était recouvert de terre. On peut songer que c'était une terre battue, identique à celle du carreau du camp, car elle a la même apparence que le reste sur les photos aériennes. Cette couche de terre aurait alors masqué les éventuelles fissures du béton, mais se proposent alors 2 autres sources possibles de taches. La terre piétinée et souillée par des bottes, ou l'eau due au rinçage des paniers de Zyklon B, comme messieurs Keren, McCarthy et Mazal l'ont suggéré dans leur étude. Et là, seule une intervention humaine peut expliquer leur présence. Ce qui confirme la présence de centres d'intérêt pour les personnels du camp, et spécifiquement sur la morgue 1 du crématoire 2 et du crématoire 3, mais pas sur les morgues 2. Or, selon l'historiographie, qu'y a-t-il sur les toits des seules morgues numéro 1 en 4 exemplaires? Mais ce n'est pas fini. Vincent Renoir, pour rejeter la preuve que constituent ces taches de la présence des systèmes d'introduction du Zyklon B, a dit la chose suivante. Oui, admettons que les taches noires correspondent au piétinement de gens autour d'ouvertures et que les zones ombrées permettent de reconstituer la trajectoire de ceux qui se déplaçaient sur le toit. Dans ce cas, on devrait retrouver le même genre de dessin sur la morgue 1 du crématoire 3. Or, le schéma à l'écran démontre qu'il n'en est rien. Pour 3 des 4 ouvertures, les taches noires ne peuvent évidemment pas être analysées comme les traces laissées par le piétinement des SS autour des cheminées d'introduction. Quant à la trajectoire reconstituée, elle est bien farfelue. On comprend donc le silence observé par messieurs Keren, McCarthy et Mazal à propos du crématoire 3. Dans leur étude, on ne trouve aucun schéma des taches visibles sur la morgue 1 de ce crématoire 3. J'y vois un aveu de taille, l'aveu que le toit du crématoire 3 ruine leur argument qui invoque les trajectoires et autres piétinements. On a ici un exemple de la méthode hypercritique. Cette méthode, littéraire à la base, et donc parfaitement maîtrisée par Robert Faurisson, professeur agrégé de lettres, a été introduite par lui dans le négationnisme. Quel est le cheminement mental? On décrète une méthode pour faire un acte particulier, en l'occurrence,
On pose l'axiome que pour mettre du Zyklon B dans la chambre à gaz, les personnels des camps montent sur le toit par le petit côté libre, le côté sud dans le cas du crématoire 2, et vont au plus court entre ce bord et les différents orifices. Si un fait passé au crible peut permettre de prouver un changement d'un iota à cette méthode, c'est toute la réalité de l'acte qui est remise en question. Ici au crématoire 3, la trajectoire semble être erratique et ne pas correspondre à celle du crématoire 2. Donc, les tâches du crématoire 3 ne sont pas dues à l'introduction de Zyklon B, et donc les tâches du crématoire 2 non plus. Donc, pas d'introduction de Zyklon B, no hole, no holocaust, CQFD. Seulement, pourquoi les SS auraient dû se comporter exactement comme messieurs Renoir et Forisson l'ont décrété des dizaines d'années après? Pourquoi ne serait-il pas monté, dans le cas du crématoire 3, et pour une raison quelconque sans importance ici, par les côtés Est et Ouest? Ce qu'il faut constater est qu'il existe tant pour les crématoires 2 que pour les crématoires 3, 4 tâches sur les toits des morgues 1, et pas des morgues 2, et qu'il n'existe que des raisons d'origine humaine pour les expliquer. Peu importe de savoir par quel côté ils sont montés sur les toits et quels itinéraires ils ont empruntés. Après nous être intéressés aux photos aériennes, voyons maintenant la photo prise au sol. En plus de ces photos aériennes, il existe une photo prise au sol du toit de la morgue 1 du crématoire 2 de Birkenau. Cette photo a été analysée par Jean-Claude Pressac, messieurs Keren, McCarthy et Mazal du côté exterminationniste, et par Carlo Mattugno et Vincent Renoir du côté négationniste. Mais avant de passer au sujet proprement dit, il est important de définir la question de l'impression offset et du tramage. En effet, une version de cette photo est une version imprimée sur l'album d'Auschwitz. Une caractéristique de l'impression offset, celle utilisée dans l'impression de journaux quotidiens par exemple, mais aussi dans toute impression industrielle, est qu'elle ne peut imprimer des demi-tons. Soit l'encre est appliquée sur le papier, soit elle ne l'est pas. Pour contourner cette difficulté, dans le cas du noir et blanc par exemple, on imprime, pour imprimer un gris, un nuage de petits points noirs, régulièrement espacés et suffisamment rapprochés pour n'être pas distinguables. L'œil fera la moyenne entre la quantité de noir et le fond blanc et restituera un gris. L'intensité de gris sera modulée par la taille des points. Pour illustrer mon propos, voici l'image d'un œil. Cette image donne l'impression d'être légèrement granuleuse, mais de présenter tout de même des niveaux de gris. Pourtant, si on zoome à l'intérieur de l'image, voici ce que l'on observe. Premier exemple, le dessus de la paupière. Cette zone sur la photo originale qui apparaît gris clair est en fait constituée d'une somme de petits points noirs assez espacés. Deuxième exemple, sur le côté gauche de l'image, où là la zone est d'un gris beaucoup plus soutenu. Quand on zoome dans l'image, on se rend compte que l'on observe des petits points noirs, plus gros que précédemment, qui donnent cette sensation de gris plus soutenu. Maintenant, si on zoome au niveau de la pupille de l'œil, là on se rend compte qu'on a une image complètement noire au milieu, c'est la couleur de la pupille, et autour, les nuances de gris qui sont rendues par des points de tailles différentes. Néanmoins, ce principe a ses limites. En effet, plus les points seront rapprochés, et plus la photo pourra fournir de détails. Mais les points de trame auront d'autant moins de place pour prendre une grande quantité de tailles différentes, ce qui se traduira par un nivellement des niveaux de gris, que pourra prendre l'image. Autre limite, un détail dont la taille sera de l'ordre de grandeur du pas de trame sera très mal retranscrit et sera totalement noir. Il sera impossible de rendre des niveaux de gris comme le montre cette photo, avec 2 pas de trame différents. Dans l'image de droite, la trame est suffisamment fine pour rendre sans distorsion colorimétrique cette roue de voiture. Notez par exemple le dégradé de gris de la gorge autour de ce boulon. Dans l'image de gauche par contre, on a un pas de trame beaucoup plus large. La gorge du boulon est ici totalement noire et ne rend pas les niveaux de gris de l'autre photo. Il faut aussi préciser quel pourrait être l'emplacement des fameux orifices. Il existe un schéma dressé par les autorités russo-polonaises que voici. Sur cette image, on voit où les enquêteurs polonais ont placé les trous. Pour un observateur face au mur sud de la chambre à gaz et qui observe vers le nord, les trous sont alternativement à sa droite, puis à sa gauche, puis de nouveau à sa droite et pour finir à sa gauche. Néanmoins, on connaît la valeur de la justesse de l'historiographie russe d'après-guerre. C'est cette historiographie qui est responsable de la fameuse plaque des 4 millions qui a fait le miel des négationnistes pendant des années. C'est pourquoi je préfère le schéma de l'étude de messieurs Keren, McCarthy et Mazal, que ces derniers ont dressé suite à l'exploration des ruines. On voit sur ce dessin en perspective cavalière la disposition des 4 orifices prolongés par leur cheminée. Ici, c'est le contraire de la disposition précédente. Pour le même observateur, les trous seront alternativement à gauche, puis à droite, puis à nouveau à gauche et pour finir à droite. Maintenant, voyons ce que Vincent Renoir a à dire sur la photo prise au sol. Afin de vérifier le plus objectivement possible, j'ai construit une maquette du toit de la prétendue chambre à gaz du crématoire 2.
Je l'ai construite à l'échelle 1/100, avec les 4 cheminées, en papier vert, placées comme l'affirment messieurs Keren, McCarthy et Mazal. Puis j'ai déterminé l'angle sous lequel le cliché au sol avait été pris début 43, environ 25 degrés. Enfin, j'ai pris une série de photos de la maquette sous cet angle à environ 2 cm du sol. Le résultat donne sans conteste raison à messieurs Keren, McCarthy et Mazal. Avec des cheminées placées régulièrement de part et d'autre de l'axe central, le cliché obtenu sous le bon angle et à la bonne hauteur correspond parfaitement à celui pris au sol début 43. Pour commencer, après une reconstitution, il valide les conclusions de messieurs Keren, McCarthy et Mazal. La position des cheminées proposées après expertise des ruines est cohérente avec la photo prise au sol. Seulement, nous avons vu que les auteurs avaient écarté le 3e objet au motif qu'il était plus étroit et moins haut que les 2 cheminées, et aussi parce que sa face claire était peu distinguable du mur. Afin de juger ces arguments, j'ai comparé la photo qu'ils ont publiée à celle que l'on peut voir dans l'album d'Auschwitz. Je note que sur les 2 clichés, le 3e objet, ici entouré en rouge, n'apparaît ni plus étroit, ni sensiblement plus petit que les autres. Ici, Vincent Renoir se réfère à une autre version de cette photo, le tirage réalisé pour l'album d'Auschwitz. Or, que vaut ce tirage? Et c'est ici que les explications sur l'impression offset vont trouver leur utilité. Alors voilà l'ensemble des 2 photos que Vincent Renoir présente sur son site phdnm.org. En haut, nous avons la photo originale de Keren, McCarthy et Mazal. En bas, nous avons la photo tirée de l'album d'Auschwitz. Maintenant, je vais zoomer dans l'image. Là, nous sommes sur la photo issue de l'album d'Auschwitz. Déjà, on peut constater que c'est une photo tramée. On voit ici la structure en petits points. Et c'est ainsi que tout ce que j'ai expliqué sur l'impression offset va trouver son utilité. Afin que nous puissions comparer ces 2 photos, j'ai recopié la photo du haut sur un calque pour la mettre sur la photo du bas. Maintenant, comparons ces 2 photos. Premier point, la cheminée de la locomotive. Nous voyons ici, à la base du tuyau de cheminée, une tache blanche correspondant à un reflet spéculaire du soleil. Puis, sur le tuyau de la cheminée, cette tache se prolonge. Elle est cependant moins distinguable. Au niveau de la tache à la base, on peut constater que l'on passe du blanc au noir progressivement, par un dégradé de gris. Maintenant, voyons voir sur la photo de l'album d'Auschwitz ce qui se passe. Alors là, on peut constater qu'on passe directement du blanc au noir. Les niveaux de gris ne sont absolument pas respectés. La trace de lumière sur le tuyau de la cheminée a totalement disparu. Mais ce n'est pas tout. Sur la photo originale, on peut constater que le mur, ici, est beaucoup plus clair que le mur ici, avec une ligne de séparation nette entre ces deux fenêtres. Voyons voir sur la photo de l'album d'Auschwitz, on a un aplat uniforme. On ne voit plus du tout la séparation entre les 2 sections de mur. Ici, nous avons le mur nord de la morgue. On voit quand même une certaine texture, on voit des ombres, on voit des lumières. Sur la photo de l'album d'Auschwitz, c'est tout juste si on le distingue. Ici, nous avons une descente d'eau pluviale qui est parfaitement visible et parfaitement nette. Sur la photo de l'album d'Auschwitz, on voit le début, mais après on ne voit absolument plus rien. Ce qui veut dire que c'est une photo, certes tramée puisqu'elle est issue d'un livre, mais qui a été extrêmement maltraitée par l'imprimeur. Énormément de niveaux de gris ont été écrasés, beaucoup de détails ont été perdus, et donc cette photo est totalement inexploitable. Et j'estime qu'utiliser cette photo pour en tirer des conclusions, ce n'est pas très judicieux, et j'irai même jusqu'à dire que ce n'est pas très honnête. Ce qui veut dire que les conclusions que l'on peut déduire de ce tirage n'auront aucune fiabilité. La façon dont la photo a été mutilée par le tirage ne permet absolument pas de conclure quoi que ce soit en se basant sur les niveaux de gris, très distordus. Il l'est un peu, mais les effets de perspective et d'intensité lumineuse expliquent ces petites différences. C'est visible sur l'agrandissement de la maquette. La morgue étant inclinée, les ouvertures 1 et 2 sont plus bas, donc présentent un sommet moins haut que les ouvertures 3 et 4. Sur la photo publiée par les 3 exterminationnistes, traçons une droite qui joint les sommets des ouvertures 3 et 4, traçons maintenant la parallèle qui passe par le sommet de l'ouverture 1, on s'aperçoit qu'elle passe par le sommet de l'objet X. Cet objet n'est donc pas plus petit que les autres. Quant à sa prétendue étroitesse, il s'agit simplement d'un effet d'optique dû à l'affadissement des ombres au fur et à mesure que l'on s'éloigne. La partie sombre de l'ouverture 1 est plus foncée que celle de l'ouverture 2, qui est elle-même plus foncée que celle de l'objet X. Voilà pourquoi ce dernier apparaît plus fin, alors qu'il ne l'est pas.
La question se pose alors de savoir pourquoi l'ouverture 4 présente un côté très foncé, ce qui paraît assez illogique. Vincent Renoir nous parle d'affadissement des ombres entre les objets 1 et 2 et entre l'objet 2 et l'objet X. Le but étant d'intégrer cet objet que messieurs Keren, McCarthy et Mazal ont écarté, pour infirmer leur conclusion quant à la nature des objets 1, 2 et 4, soit des cheminées d'introduction de Zyklon B. Il a toutefois l'honnêteté, cette fois-ci, de se référer à la bonne photo. Voyons voir ce qu'il en est. Vincent Renoir, dans l'extrait vidéo que nous avons vu, cherche à intégrer l'objet X dans le dégradé des ombres entre les objets 1, 2 et 4. Voyons voir ce qu'il en est. Pour ce faire, j'ai échantillonné chacune des ombres des objets en question. Ici, nous avons l'objet 1, l'objet 2, l'objet X et l'objet 4. Une vue rapprochée permet de voir que le carré censé représenter l'objet 1 est exactement de la même saturation, de même que pour l'objet 2, pour l'objet X, ainsi que pour l'objet 4. Maintenant, comparons entre eux ces carrés. Pour ce faire, nous avons un fond gris neutre. Alors voilà les objets en question. Ici, l'objet 1, l'objet 2, l'objet X, l'objet 4. On peut constater effectivement entre les objets 1, 2, un dégradé d'ombre que l'on retrouve également entre l'objet 2 et l'objet 4. Normalement, l'objet X, pour s'intégrer à ce dégradé, devrait se situer entre ces deux carrés. C'est-à-dire, il devrait être plus clair que celui-ci et plus foncé que celui-là. Voyons voir. On se rend compte que ce carré qui représente l'objet X est très nettement plus clair que le quatrième objet. Ce qui veut dire qu'on ne peut absolument pas l'intégrer au dégradé de gris, comme Vincent Renoir veut nous le faire croire. Cet objet donc, si on se place du côté des ombres, n'a rigoureusement rien à voir avec les autres. La preuve est faite. Messieurs Keren, McCarthy et Mazal ont eu tout à fait raison d'écarter cet objet X. Mais Vincent Renoir persiste et signe. Et pour ce faire, il reprend la photo douteuse de l'album d'Auschwitz. Le problème s'épaissit quand on s'aperçoit que sur la photo issue de l'album d'Auschwitz, l'ouverture 4, entourée en rouge, est effectivement plus claire alors que l'objet X, entouré en orange, est aussi sombre que les deux autres ouvertures. J'ai déjà démontré que cette photo est inutilisable. Les conclusions que l'on peut tirer de son analyse seront donc sans valeur. Alors, il produit un troisième tirage, présenté lui par Jean-Claude Pressac. On me répondra que la photo publiée en 1989 par Jean-Claude Pressac ressemble à celle diffusée par messieurs Mazal, Keren et McCarthy. C'est vrai, mais cela laisse subsister mon analyse première. En jaune, les deux traits parallèles démontrent que l'objet X a une grandeur en rapport avec les deux autres ouvertures. La flèche rouge, quant à elle, souligne le dégradé des faces sombres des ouvertures 1 et 2, puis de l'objet X. Or, l'ouverture 4 apparaît bien plus sombre qu'elle ne devrait l'être. On peut également douter de cette photo. On constate d'ailleurs qu'il s'agit également d'une photo tramée. Il conclut que l'objet 4 est trop sombre, mais j'ai déjà démontré qu'il n'en était rien. Les objets 1, 2 et 4 suivent un dégradé dans les niveaux de gris, et l'objet X est un parfait intrus dans ce dégradé. L'objet 4 est de même nature que les objets 1 et 2, l'objet X est d'une toute autre nature. Je me garderai bien d'accuser quiconque de tricherie. Mais on doit constater que les arguments donnés par messieurs Mazal, Keren et McCarthy pour écarter le troisième objet ne sont nullement convaincants. De façon évidente, les auteurs voulaient l'oublier parce qu'il les gênait dans leur démonstration. Mais en vérité, cet objet ressemble fort aux deux autres. Il n'est pas plus petit et son étroitesse n'est qu'apparente. Quant à prétendre qu'il serait trop clair pour être de même nature que les autres, la noirceur de l'ouverture 4, qui devrait être plus claire encore que l'objet X, démontre qu'on ne peut pas déduire grand-chose de l'intensité des teintes. Bref, cet objet X n'apparaît nullement comme un intrus. Dès lors, s'il ne s'agit pas d'une cheminée d'introduction, c'est que les trois autres objets n'en sont pas non plus. Et s'il s'agit d'une cheminée d'introduction, alors pourquoi n'est-il entouré d'aucune zone d'ombre sur les clichés aériens? Là, c'est sa conclusion. L'objet X est de même nature que les autres. L'objet X ne figure ni sur les plans ni sur les photos aériennes, donc ce n'est pas une cheminée. Et comme il est identique aux autres, les autres n'en sont pas non plus. Et voilà, plus de trous. Seulement, on part d'une prémisse totalement fausse. L'objet X a été écarté avec raison par messieurs Keren, McCarthy et Mazal, et n'a rien à voir avec les autres, comme j'ai démontré dans l'analyse de la seule photo exploitable. Et en partant d'une prémisse fausse, le syllogisme devient totalement faux. C'est pourquoi je rejette les conclusions de Vincent Renoir, obtenues grâce à une méthodologie discutable et des raccourcis logiques bizarres. Certains négationnistes partent du principe que tout témoignage est à rejeter a priori.
et ne peut constituer un élément de preuve. Je prends pour exemple le commentaire d'un youtubeur, supporter de Vincent Renoir, Jéromas, sous ma toute première vidéo, où j'annonçais les vidéos à venir. Un mois pour être le premier à discréditer totalement nos révisionnistes, preuve à l'appui et sans témoignage. Ici, Jéromas part du principe que le témoignage ne peut être une preuve recevable. Il est vrai qu'un témoignage ne peut être pris pour argent comptant, mais doit être recoupé, soit avec d'autres témoignages, si tant est qu'il ne puisse pas y avoir d'entente préalable entre les témoins, ou de subornation de ces derniers, soit avec d'autres preuves matérielles. Mais un témoignage ne peut être rejeté par principe. De même, ce n'est pas au témoin de prouver que ce qu'il avance est juste, mais à ceux qui utilisent son témoignage de le faire, ou à ceux qui souhaitent le rejeter de prouver sa fausseté. De même, un témoignage n'est que rarement parfaitement juste, ou totalement faux. Voici un petit exemple pour montrer comment utiliser les témoignages. Pierre dit « J'ai vu François Hollande à la télé hier à midi, c'était sur France 2, et il portait une cravate qui rebiquait à droite. » Paul dit « J'ai vu François Hollande à la télé hier à 12h30, c'était sur France 3, et il portait une cravate qui rebiquait à gauche. » Devant ces témoignages, il y a deux attitudes. La première sera de dire que comme les deux témoignages divergent tant sur la façon dont la cravate rebiquait que sur la chaîne où le président s'exprimait, ou bien lors de l'intervention, le président n'est pas passé à la télé, ou bien qu'il ne portait pas de cravate. C'est la méthode négationniste. Et puis, il y en a une autre, prendre les points communs. François Hollande est passé à la télé, l'allocution a eu lieu sûrement entre 12h et 12h30, ayant pu commencer avant 12h et se terminer après 12h30. Le président avait des problèmes avec sa cravate. Cet exemple montre que l'on ne doit pas s'attacher aux différences pour tout rejeter. Un témoin décrivant une chose hors de son domaine de compétence le décrira avec ces mots. Si je vous montre cet objet, et que je vous demande une description, sans dessin, aurais-je de description identique? J'en doute. Un négationniste se basera alors sur ces témoignages divergents pour réfuter l'existence de cet objet. Or, cet objet existe réellement. C'est un redresseur électrique de forte puissance à vapeur de mercure, utilisé autrefois pour alimenter les moteurs de métro. Précédemment, j'avais dit que la brochure de Charles Provan n'était pas à rejeter entièrement. Je ne parle pas de sa thèse sur le secret, qui est à rejeter et sur laquelle je ne reviendrai pas. Je parle des témoignages qu'il a compilés. Voici une liste de témoins compilés par Charles Provan. Nous avons des membres du Sonderkommando, Leventhal, Tauber, Euler, des SS, Aumeyer, Herbert, Munch et Rudolf Heuss, des déportés ordinaires, Yehuda Bacon, Miklos Nizli, ainsi qu'un technicien civil, Karl Schulz de Tops et Fils. Voici la façon dont ces témoignages ont été collectés. Il y a des témoignages spontanés, des témoignages recueillis par des tribunaux civils de divers pays, par des armées de l'Est et des armées de l'Ouest, par un historien et même par un négationniste, le témoignage de Munch recueilli par Germar Rudolph. Ces témoignages se sont de plus étalés sur l'année 1945, avec des témoignages en 1946 et aussi plus tard, en 1981 et 1994. Bien, maintenant qu'ont vu ces témoins. D'abord, deux ouvertures d'introduction du Zyklon B. Un seul a vu ça, il s'agit de Paul Blendel. Il faut dire que sur la fin, la chambre à gaz a été séparée en deux et seule la partie du fond était utilisée, car les convois étaient devenus beaucoup moins nombreux. Ce qui peut expliquer le fait que Paul Blendel n'ait vu que deux ouvertures. Qui a vu la voiture de la Croix-Rouge apporter le Zyklon B? Henrik Tauber, Salmen Leventhal, Miklos Nizli. Qui a vu les paniers contenant les cristaux de Zyklon B? Henrik Tauber, Joseph Herbert, à noter, un Sonderkommando et un SS. Qui a vu des colonnes grillagées? Joseph Herbert, Henrik Tauber, Karl Morgan, Paul Blendel et Philippe Müller. Et enfin, qu'ont vu Rudolf Heuss, Henrik Tauber, Karl Schulz, Miklos Nizli et Joseph Herbert, 4 ouvertures. Je ne lis pas tous les témoignages car ce serait trop long et fastidieux. Ceux que ça intéresse pourront les retrouver facilement. Si on examine ces témoignages, on constatera la diversité de leur origine. Anciens du Sonderkommando, techniciens, SS du camp, anciens détenus, et de la façon dont ils ont été collectés. Témoignages spontanés, interrogatoires par divers pays, par des armées ou par des tribunaux. On peut aussi constater des différences dans les témoignages. Ceci prouve qu'ils ne sont pas l'expression d'une improbable thèse officielle. En effet, il aurait été extrêmement difficile de suborner tous ces témoins et de leur fournir à chacun des versions suffisamment différentes pour ne pas passer pour préécrites et suffisamment proches pour être cohérentes. L'analyse de ces témoignages, analyse d'objectifs avec recoupement, tend à prouver l'existence tant des orifices d'introduction que de systèmes complets, avec colonnes grillagées, paniers pour pouvoir retirer ensuite le Zyklon B usagé. L'argumentaire négationniste se basera sur les différences de description pour tout rejeter. Or, souvenez-vous de l'exemple du redresseur. Ces témoins n'avaient jamais vu de tels équipements. Ils les décrivaient donc avec leurs mots à eux, ce qui explique les différences de description. Alors se pose le problème du témoignage de Michel Coula.
Nous fabriquions des cadres en fer pour tous les fours crématoires, tous les grilles, des dispositifs pour soulever les cadavres à hauteur des cornues, les ferrures de toutes les portes, des crochets, des tisonniers ainsi que les outils nécessaires pour l'incinération dans les fosses. Les plombiers y installaient les conduites d'eau et les canalisations. La plupart de ces travaux figurent d'ailleurs dans le livre des commandes. On a notamment exécuté à la serrurerie de fausses douches destinées aux chambres à gaz ainsi que des tubes grillagés servant à l'injection du contenu des boîtes à gaz. C'étaient des tubes hauts d'environ 3 mètres, de section carrée de 70 cm de côté. Le contenu de la boîte était versé dans l'entonnoir de répartition de manière que le zyklon se répande uniformément. Il a en plus fourni un schéma sur l'équipement sur lequel il a travaillé. Donc voilà le schéma tracé par Michel Coula sur l'équipement sur lequel il a travaillé. Donc, on peut constater qu'il s'agit de 2 tubes de section carrée, gigognes, d'une hauteur de 3 mètres, réalisés en grillage tendu sur des barres métalliques et reliés entre eux par des entretoises. Le tube le plus large fait 70 cm de côté. De plus, Michel Coula a fabriqué un panier, lui aussi en grillage, destiné à s'insérer dans le tube intérieur. On sait qu'il y a eu un équipement pareil commandé à la serrurerie, et le chef de projet était le détenu tchèque Mirek Vintar. Alors se posent beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Michel Coula a-t-il vu cet équipement installé? Y a-t-il eu d'autres équipements similaires? Quand cet équipement a-t-il été terminé? Car rien n'empêche de dire que ce matériel était un prototype, ou bien un premier jet qui a été modifié par la suite. En effet, et c'est le juge Conrad Morgan de la SS qui l'estime, ces équipements étaient extrêmement simples à fabriquer. La fabrication de prototypes successifs et la modification de ces prototypes étaient tout à fait à la portée de l'atelier de serrurerie. Oui, je vais vous dire à ce sujet, monsieur Ponger. Juste un instant. Cette installation, à mon avis, n'était pas très moderne, au moins pas trop compliquée. Mais c'était une construction très simple, parce que les soi-disant chambres à gaz étaient de simples caves qui avaient été construites en ciment. Les installations étaient plutôt primitives, et le gaz était inséré sous forme cristalline par un puits spécial qui descendait de haut en bas. Par conséquent, c'était des installations qu'ils auraient pu construire avec leurs propres moyens à leur disposition, avec quelques outils. Autre question. Combien de temps Michel Coula est-il resté à la serrurerie? En effet, le livre témoignage de Rudolf Verba montre à quel point il était facile de changer de commando pour un oui ou pour un non. Une punition pour passer dans un commando pénible, ou un coup de chance pour passer dans un commando moins désagréable. Ainsi, Rudolf Verba passa successivement de la gestion du stock de vivres à un commando de Buna, puis au Canada, puis à la rampe, pour passer ensuite à l'administration du camp de quarantaine, avant son évasion. On peut donc tout à fait envisager que Michel Coula n'a pas passé tout son temps de détention à la serrurerie, et qu'il n'a vu qu'une partie de la réalisation de l'équipement. Or, en quoi le témoignage de Michel Coula pose-t-il un problème? Selon les négationnistes, ce témoignage implique que la colonne grillagée devait dépasser du plafond, 3 mètres de haut pour un plafond de 2,40 mètres, et donc le traverser, ce qui implique un orifice de moins 70 cm de côté. Or, le témoignage de Karl Schulz parle d'orifices d'environ 25 cm de côté d'une part, et ensuite, l'expertise de messieurs Keren, McCarthy et Mazal révèle des orifices d'environ 50 cm de côté. Donc, logique négationniste, on a une discordance entre les sources, donc ceci démontre l'inexistence du dispositif. Mais M. Schulz avait-il à mettre avec lui? Il était là pour installer la ventilation. Les orifices n'étaient pas son centre d'intérêt. De plus, les dimensions qu'il donne du local sont aussi inexactes. Question. Parlez de l'agencement intérieur de la chambre à gaz. Réponse. Le bâtiment était large de 8 mètres et long de 30 mètres. L'intérieur était complètement vide. La hauteur était de 2,60 m. Au plafond, il y avait 4 ouvertures carrées de 25 par 25 cm. On peut donc douter de son sens des distances. Quant à Michel Coula, il n'a pas vu son système installé. Et rien ne prouve que ce système, précisément, était utilisé en l'état. Il y a également un témoignage à écarter, en ce qui concerne les orifices d'introduction. Il s'agit du témoignage de Rudolf Verba, justement, car ce dernier n'était pas membre du Sonderkommando. Il a été utilisé dans plusieurs commandos différents, comme on vient de le voir, et le dessin qu'il a tracé après son évasion prouve qu'il n'a jamais vu de lui-même les crématoires, mais qu'il s'agit d'un témoignage de seconde main. Il a en effet raconté ce que des membres du Sonderkommando, comme Philippe Müller, lui ont raconté. En conclusion sur les témoignages, il y a des témoignages concordants de personnes ayant vu de leurs yeux les orifices et des dispositifs d'introduction du zyklon B constitués d'une partie femelle, la colonne grillagée, ainsi que de la partie mâle, le panier contenant les granulés de zyklon B. Ces témoignages proviennent de différents types de témoins et ont été recueillis par diverses instances. Ce fait, ainsi que la présence de différences mineures dans les témoignages, prouvent leur authenticité. À présent, après avoir étudié les preuves photographiques, puis les preuves testimoniales, nous allons étudier les ruines pour y rechercher des vestiges de ces orifices.
À présent, étudions les ruines dans leur état actuel. Mais pour commencer, il convient de s'intéresser à la structure du béton armé de la dalle de toit. On voit ici sur cette photo du chantier du crématoire 2 le ferraillage utilisé. Il s'agissait d'un treillis métallique à mailles carrées. Ce qui veut dire que, pour aménager des ouvertures, il aurait fallu couper les barres à leur niveau et ou les recourber. Maintenant, il convient d'analyser les conséquences de l'explosion visant à détruire ces bâtiments. L'explosion a littéralement soulevé le toit, qui s'est déplacé et fracturé dans sa chute. Voici un schéma extrait de l'étude de messieurs Keren, McCarthy et Mazal. On y voit comment le plafond s'est fracturé en 6 morceaux et comment ces 6 morceaux se sont mélangés. Sur cette photo du site, on retrouve les 6 morceaux. On voit ici sur ces photos comment s'est déplacé le toit. Le coin sud-ouest a avancé. Il est évident que, vu que le toit a été fracturé, les barres de ferraillage ont été aussi. Mais elles n'ont pas été sectionnées, mais étirées et rompues par les mouvements des masses de béton. En effet, la façon dont cette dalle a été soulevée et déplacée montre que ce sont des explosifs déflagrants, probablement de la donarite, qui ont été utilisés, et pas des explosifs brisants, comme le TNT, car, dans ce cas, le plafond aurait été réduit en de multiples petits morceaux, qui se seraient effondrés et que l'on retrouverait au fond. Il n'y aurait plus alors qu'un trou rempli de gravats. Ce qui veut dire que l'explosion n'a pas en elle-même sectionné les barres de ferraillage. On voit nettement que les barres ont été amincies jusqu'à la rupture. On peut imputer cette section aux conséquences de l'explosion. L'explosion a donc considérablement endommagé cette dalle, nettement plus que le plafond de la salle des fours du crématoire 3, ce qui explique que ce plafond montre encore des trous bien délimités. On voit que le plafond est presque d'un seul tenant. Aucune fissure n'a eu lieu à proximité du trou ou à son niveau. Ici, les dégâts sont nettement plus importants. Il est donc parfaitement explicable que l'on ne puisse retrouver des trous parfaitement définis, comme à la salle des fours du crématoire 3, nettement moins endommagés. Or, des signes de présence d'orifices antérieurs à l'explosion existent. Nous allons le voir en explorant ces ruines. Pour commencer, nous allons regarder la zone qui pourrait, selon la reconstitution de messieurs Keren, McCarthy et Mazal, correspondre au 4e trou, soit le trou le plus près de l'entrée de la chambre à gaz, le trou situé au nord. On peut observer un cadre formé en haut, en bas et sur les côtés de barres continues. Puis, sur les côtés, les barres sont recourbées, laissant un espace libre de ferraillage. En bas à droite, le trou se prolonge par un manque de béton, mais là, on peut constater que le ferraillage est toujours présent. De même sur le côté gauche. En examinant les barres recourbées, on peut constater que la barre du milieu, à droite, est recourbée vers le bas. Il est donc impossible que cette torsion ait été imposée par le souffle de l'explosion, car, dans ce cas, elle aurait été recourbée vers le haut. De même sur le côté gauche. La position de cet orifice est compatible avec la position estimée du trou numéro 4, selon messieurs Keren, McCarthy et Mazal, et validée par simulation confrontée avec la photo au sol. On peut donc tout à fait considérer que ce trou est un vestige de l'orifice numéro 4 d'introduction du Zyklon B, et non une craquelure provoquée par l'explosion. Ici, on a un trou postérieur à l'explosion. En effet, on peut constater ces 2 barres de ferraillage recourbées vers le haut et de pleine longueur. Il est possible que ce trou ait été pratiqué suite à l'explosion, pour accéder ci-dessous en exploitant une craquelure. Maintenant, nous allons examiner le trou numéro 2. Il faut savoir que ce trou se trouve sur le trajet d'un trait de fracture de la dalle de béton. Vous voyez le toit de la chambre à gaz tel qu'il est aujourd'hui. Le trou numéro 2 se trouverait à cet endroit. On voit nettement qu'une ligne de fracture passe au niveau du trou. On voit sur cette vue dans l'axe sud-nord le coin nord-est. On peut voir les 2 barres de ferraillage sur les parois nord et est, sectionnées nettement et recourbées vers l'intérieur. Sur ce trou, il y a des gros morceaux de gravats qui recouvrent l'ouverture. On peut voir également le trait de fracture. Voici le bord sud de cet orifice. On peut remarquer les barres courbées vers l'intérieur. Remarquez aussi l'absence de ferraillage dans la zone du trou, alors que le ferraillage est présent ici, côté ouest, malgré l'absence de béton. Ce qui veut dire que l'explosion n'est responsable que de la perte de béton dans la partie ouest. L'absence de ferraillage est due à l'aménagement à la construction d'un orifice. Le trou numéro 3 se trouvait sur une plaque qui a été réduite en miettes par l'explosion, de sorte qu'il n'est quasiment pas visible. Voici où le trou numéro 3 doit se trouver. On peut constater l'état du toit à cet endroit. Rien à voir avec le toit de la salle des fours du Créma 3. Maintenant, il est temps de s'intéresser au trou numéro 1. Voici une photo de cet orifice. On voit sur cette photo, d'un état antérieur du trou numéro 1, orienté dans le sens sud-nord, un coin parfaitement formé, le coin nord-ouest, ainsi que le bord nord parfaitement droit. Dans le coin sud-est, on remarque une zone où le ferraillage est toujours présent, alors que le béton est parti. Comme au trou numéro 2, ce manque de béton est dû à l'explosion. Par contre, l'absence de ferraillage au centre du trou prouve bien que ce dernier est d'origine, en plus de la présence d'un coin bien défini et d'un bord droit.
Notez tout particulièrement le motif en M que forme le béton fin au nord du bord nord. Retenez cette forme caractéristique car ce sera important pour la suite. Voici une autre image que j'avais déjà montrée pour la structure de la dalle en 2 couches de béton séparées par une couche de papier bitumineux. Cette image est en fait une image du bord nord du trou numéro 1. Remarquez en particulier ce motif en M caractéristique que l'on a vu sur l'image précédente. On constate ici que l'on a, comme aux 2 autres trous, une barre de fer coupée nettement et recourbée vers l'intérieur. À proximité se trouve une barre entière. La barre sectionnée l'a été volontairement et non du fait de l'explosion. Au coin sud-ouest, la situation s'est aggravée. En effet, les barres de ferraillage ont partiellement été retirées. L'état de ce trou a donc évolué par rapport à l'état précédent. Il faut dire que ce trou est devenu une voie d'accès au-dessous des ruines, comme le montre cette image de Vincent Renoir se glissant sous la dalle. Maintenant, voyons ce que Vincent Renoir a à dire sur cette ouverture. Nous le plaçons à l'extrémité. Voici la dalle de béton armée qui servait de toit telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui. Elle est brisée en de multiples endroits. Déplaçons-nous sur la gauche. On voit la dalle, et si l'on accepte le trou recouvert sur lequel nous reviendrons, aucun orifice suspect n'apparaît. Changeons de point de vue. Voici la dalle avec le trou recouvert d'une plaque métallique. Ailleurs, on ne voit rien de suspect. Ouvrons la trappe. L'orifice apparaît. Notez les contours. Ils ne sont ni lisses ni à angle droit. Comparés avec les trous de la salle des fours qui subsistent sur le toit effondré au crématoire 3. Alors, on a la base de la réfutation de l'existence des orifices sur l'état des ruines. C'est très simple. Ces trous ne présentent pas 4 angles droits et 4 bords droits. Donc ce ne sont pas des trous, mais des craquelures consécutives à l'explosion. Donc, no hole, voilà. Mais cet extrait montre une manipulation plus subtile et plus insidieuse. En effet, avant d'expertiser les ruines, il montre le plan polonais de la disposition des trous. Ce qui veut dire que l'on doit s'attendre à trouver un trou du côté droit. Ce qui permet de réfuter ce qui se trouve au niveau de la trappe du côté gauche. Et effectivement, quand il ouvre la trappe en question, il montre un orifice informe, ce qui lui permet de ressortir son argument sur le fait que le trou doit avoir une forme parfaitement définie pour en être un. Seulement, le plan polonais est réputé pour être faux. Il est issu d'une enquête polonaise de l'immédiat après-guerre. Si on se réfère au plan de messieurs Keren, McCarthy et Mazal, le trou numéro 1 doit se trouver du côté gauche. Et donc, le trou recouvert par la trappe redevient un candidat valide. Ensuite, remarquez le motif que dessine le béton fin au nord du bord nord du trou. Ce qui veut dire que ce trou est effectivement un vestige de l'orifice numéro 1, considérablement dégradé après-guerre, car il est devenu une voie d'accès à l'intérieur du local. De plus, les grands écarts de température du climat continental local, avec des hivers très froids et des étés très chauds, ont certainement contribué à cette dégradation. Maintenant, quelles seraient les dimensions probables de ce trou? L'image de Vincent Renoir dans le trou démontre que cet orifice, même dégradé et agrandi, est plus petit que 70 cm. Vous vous demandez certainement comment je peux affirmer cela. Voyez sur cette image le segment bleu. Il correspond à la largeur du trou. Maintenant, comparons-le avec la largeur des épaules de Monsieur Renoir, le segment vert. On constate, en mettant côte à côte ces 2 segments, que le segment bleu est plus long de la valeur de ce segment jaune. Et ce segment jaune représente un peu moins du quart du segment vert. Ce qui veut dire, et en s'accordant une marge d'erreur, que le trou est 25% plus large que les épaules de Vincent Renoir. Largeur d'épaule que j'évalue à 50 cm. Vous vous demandez comment et pourquoi j'arrive à ce résultat. En fait, dans une précédente passe d'armes, Vincent Renoir m'a indiqué sa taille, de 1m70. Sur ce dessin, vous voyez les proportions idéales du corps humain, pour les hommes comme pour les femmes. Ce dessin nous apprend que la largeur d'épaule correspond à 1/4 de la taille. Néanmoins, dans le cas de Vincent Renoir, cette proportion doit tenir compte de sa corpulence. Ayant moi aussi une corpulence respectable, j'ai mesuré sur moi-même. J'arrive à un rapport de 3,45 environ, 183 divisé par 53. En appliquant ce rapport à Monsieur Renoir, j'en arrive à une largeur de 50 cm, 170 divisé par 3,45. Donc le trou dont la largeur est représentée par le segment bleu mesure aux alentours de 62-65 cm, en tenant compte d'une marge d'erreur. De toute façon, ce trou dégradé et agrandi ne peut faire 70 cm, ce qui est compatible avec la dimension d'origine du trou, estimée par messieurs Keren, McCarthy et Mazal à 50 cm, ce qui veut dire que l'on ne peut prétendre trouver des orifices de 70 cm de côté, ce que le témoignage de Michel Coulin poserait. Or, ce trou qui est bel et bien le trou numéro 1 d'introduction du Zyklon B, ne pouvait pas faire 70 cm, et donc, soit l'objet que Michel Coulin a contribué à construire, le chef de projet était en réalité Mireille Lintar,
ne fut pas l'objet définitif effectivement utilisé, soit il fut modifié après coup pour par exemple retirer la couche externe en partie haute, ce qu'Xpander avait proposé, et qui était très simple à faire avec les outils courants dont il disposait à la serrurerie. La conclusion est que Vincent Lenoir insiste sur le côté informe des trous, en les comparant aux trous de la salle des fours du crématoire, en négligeant de préciser que le toit de la salle des fours est en bien meilleur état que le toit de la chambre à gaz, d'une part, et en ne parlant pas de la configuration du ferraillage, absence de ferraillage dans les trous, barres recourbées vers l'intérieur et sectionnées nettement. En ce qui concerne le trou numéro 1, non seulement Vincent Lenoir part d'un plan faux pour faire exprès de ne pas le localiser, mais il néglige de montrer une image plus ancienne de ce trou, avant qu'il ne devienne une voie de passage et donc soit effectivement méconnaissable. Car cette image montre incontestablement que ce trou n'est pas une craquelure, mais bel et bien un orifice aménagé à la construction de l'édifice. Après avoir inspecté les ruines, il convient à présent, pour que cette étude soit complète, de s'intéresser à un mot allemand figurant à l'inventaire du crématoire 2. Drahtnetzeinschiebvorrichtung. Drahtnetzeinschiebvorrichtungen au pluriel. Nous allons nous intéresser maintenant à la signification d'un mot allemand composé. Drahtnetzeinschiebvorrichtung. Ce mot figure à l'inventaire dressé à la livraison du Créma 2. Voici donc l'inventaire du crématorium 2. On peut noter sur la colonne de gauche les différentes pièces, numérotées de 1 à 7, avec à côté leur dénomination. Notez que sur les pièces 1 et 2, seuls sont marqués les mots Leichenkeller. Notez qu'il n'y a pas de troisième à Leichenkeller, ce qui veut dire que cette pièce, prévue pour être une morgue à l'origine, a été subdivisée en plusieurs pièces, ce que démontre le plan de Walter Desjacaux, et ce qui prouve que le blueprint original est faux. Puis nous avons, dans la partie droite, les items qui ont été inventoriés dans ces pièces. Nous pouvons remarquer à la troisième colonne, il s'agit donc de lampes, que pour la première pièce nous avons 16 lampes, pour la deuxième pièce nous avons 10 lampes. Un peu plus loin nous avons les robinets, donc nous avons 5 robinets pour la première pièce, 3 robinets pour la deuxième pièce. Puis, totalement à droite, nous avons 4 Drahtnetzeinschiebvorrichtungen dans la deuxième pièce, ainsi que 4 Holzbläden dans la deuxième pièce. Nous allons donc nous intéresser à la signification de ce long mot Drahtnetzeinschiebvorrichtung. Ce long mot, comme les Allemands ont le secret, est en fait composé de plusieurs mots, qui sont Draht, Netz, Einschieb et Vorrichtung. Le premier, Draht, signifie fil. Le second, Netz, signifie filet ou réseau. En ce qui concerne le troisième mot, nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Le dernier mot, lui, est parfaitement connu. Vorrichtung veut dire dispositif. Intéressons-nous maintenant à cette partie qui est Einschieb, constituée d'un préfixe ein, qui veut dire dedans, et Schieb, qui dérive du verbe schieben, qui veut dire pousser. On peut donc dire que Einschieb veut dire pousser dedans. Reprenons la signification du mot en entier. Drahtnetzeinschiebvorrichtung peut donc être traduit par dispositif en réseau de fil pour pousser dedans ou, en meilleur français, dispositif en réseau de fil pour insérer. Cela pourrait donc désigner les systèmes d'introduction du cyclone B dans la chambre à gaz du crématoire 2. En effet, l'inventaire montre également la présence de 4 Holzbläden, soit couvercles de bois, rangés dans la même pièce que les Drahtnetzeinschiebvorrichtungen. Couvercles servant à obturer les cheminées d'introduction. De plus, le reste de cette étude montre la présence de 4 orifices dans le toit de la chambre à gaz. Mais la question qui se pose alors est, quelle est la partie du système désignée par ce mot ? Selon la plupart des historiens, ce mot désignerait la colonne grillagée, dans laquelle les SS versaient le Zyklon B. Mais se pose alors un problème justement soulevé par les négationnistes. Reprenons l'inventaire. Les objets en question se trouvent dans la morgue 2, soit la grande morgue, qui servait de vestiaire. Si ce mot désignait les colonnes grillagées, on devrait alors les retrouver à l'inventaire dans la morgue 1, qui servait de chambre à gaz. Jean-Claude Pressac proposa alors une explication. Il s'agissait d'une erreur de ligne de la personne ayant écrit cet inventaire. Possible ? Pourquoi pas ? Car cet inventaire présente une autre anomalie. On peut noter que le nombre d'ampoules et de robinets est supérieur dans la petite morgue à celui de la grande morgue. Cela semble peu logique. En effet, il serait plus logique d'avoir plus d'ampoules dans une pièce plus grande. On pourrait alors penser à une erreur globale de pièces, les morgues 1 et 2 étant interverties, ce qui serait compréhensible. On voit que les pièces sont nommées pièce 1 Leichenkeller et pièce 2 Leichenkeller, et non selon leur destination. Ceci est logique vu le contexte de secret que j'ai développé au premier épisode qui entourait cette entreprise. Seulement, il aurait été plus logique de numéroter ces pièces en fonction de leur superficie, soit pièce 1 pour la grande morgue et pièce 2 pour la petite, la morgue 3 n'existant plus comme telle. Si la personne qui a rempli ce questionnaire a eu la même logique, l'erreur s'explique. Ceci n'est toutefois qu'une hypothèse personnelle.
Cette hypothèse, qui pourrait expliquer l'erreur de ligne, ne fournit pas d'explication à un obstacle lexical. En effet, le terme Einschib implique la notion de dispositif mâle servant à insérer quelque chose dans une partie femelle, comme le dit un ami germanophone de Vincent Renoir sur sa vidéo. En effet, rien n'indique que le dispositif est creux, donc apte à recevoir quelque chose. De plus, le mot Einschieb, qui dérive du verbe transitif schieben, pousser, laisse entrevoir non pas un dispositif femelle dans lequel on va introduire quelque chose, mais à l'inverse, un dispositif mâle qui va lui-même pousser quelque chose dans une autre chose. Suivent alors quelques exemples. Seule la présence d'un cercueil contre le mur trahit la destination des lieux. Peu après, le groupe se retrouve devant le four. La glissière pour l'enfournement, Einschiebvorrichtung, rappelle un peu ce que sont les tapis roulants pour bagages dans un aéroport. Les portes du four sont hermétiquement closes. De l'autre côté, on pourrait voir à l'intérieur un hublot. Mais pour le moment, il n'y a rien à voir, nous dit Heuberger, qui est le journaliste. Ces exemples sont tous empruntés au monde de la cuisson, au sens très large. Donc la conclusion négationniste coule de source. Une bonne traduction, fidèle au mot allemand des 4 exemplaires de la Drahtnetz-Einschiebvorrichtung concernant le crématoire 2 d'Auschwitz, pourra donc être glissière avec treillis métallique pour enfournement. Sous-entendu, pour enfournement d'un cadavre dans le four crématoire. Des glissières avec treillis métalliques pour enfournement et non des dispositifs d'introduction en treillis métalliques. Voilà donc le fin mot de l'histoire. Drahtnetz-Einschiebvorrichtung désignerait donc une glissière d'enfournement des cadavres. Cette glissière devrait être donc en grillage ou, pour le moins, en métal ajouré. Serait-ce possible? Pour Vincent Renoir, absolument. Tout d'abord, en matière de crémation, de telles glissières pouvaient-elles se concevoir faites en grille? Oui. On trouve sur Internet cet article à propos du premier crématoire aux USA. La glissière d'enfournement, qui restait en place lors de la crémation, était une grille munie de rebords. Dans cet ouvrage de 1891 sur la crémation moderne, on trouve une glissière d'enfournement qui n'est pas pleine. Ici, Vincent Renoir parle de crématoires civils commerciaux. Les défunts y étaient incinérés dans leur cercueil. Or, à Auschwitz, et tous les témoignages le confirment, les corps étaient enfournés nus. Imaginez alors la difficulté d'utiliser une grille d'enfournement. Le corps collerait à la grille chaude et les doigts et les orteils se prendraient dans les mailles. Ce serait une complication bien inutile. Maintenant, voyons comment l'enfournement se déroulait dans les camps nazis. Voici des exemples de fours crématoires dans différents camps nazis. On peut noter à quel point toutes les civières se ressemblent et sont toutes faites en métal plein. Voilà un contre-exemple marquant à la thèse de Vincent Renoir. Mais il y avait également un autre système, utilisé à Auschwitz I. Ces fours avaient été construits par la firme Topf et Fils d'Erfurt. Or, il faut savoir que cette firme a également équipé le camp d'Auschwitz-Birkenau. Voici les fours bimoufles du crématoire 1 au camp d'Auschwitz. Il s'agit d'une reconstitution d'après-guerre. Les chariots d'enfournement, faits d'après un modèle retrouvé dans le camp, ont été placés devant sur leurs rails. Une vue rapprochée de la glissière permet de voir l'endroit destiné au cadavre. Dans son ouvrage, Jean-Claude Pressac reproduit 2 photos qui montrent comment les corps pouvaient être disposés. Les chariots mesuraient près de 3 mètres de long. Les rails mesuraient d'ailleurs 3,20 mètres de long, comme le montre ce plan. Il fallait en effet reculer un petit peu l'engin pour pouvoir fermer la porte du creuset incinérateur. Autre contre-exemple, avec un chariot d'enfournement, comme à Auschwitz I, pas de grille non plus. Mais il est temps de s'intéresser à l'histoire de l'équipement du crématorium 2. Écoutons pour cela Vincent Renoir. Ce fragment du plan de 1933 permet de déduire que les rails devant les fours du crématoire 2 mesuraient entre 2,95 m et 3 mètres au lieu des 3,20 m au crématoire 1. C'est peut-être cette petite différence qui empêcha l'utilisation des chariots d'enfournement initialement prévus. L'extrémité de la glissière restait trop près du four et empêchait ainsi sa fermeture. Mais on pourrait avancer d'autres hypothèses pour expliquer cet abandon du chariot. Quoi qu'il en soit, le 25 mars 1943, soit 6 jours avant la livraison du crématoire, l'ingénieur qui supervisait la construction des fours écrivit « Pour les fours trimoufles, le chariot pour l'introduction du cercueil sera remplacé par des engins portant des cadavres. » Notons que le terme allemand utilisé, Leichentragen, est très flou et ne correspond pas au mot civière, qui se dit tragbar.
Dès lors, de quoi s'agissait-il? Qu'est-ce qu'étaient ces Leichentragen? Donc la lecture de ce bordereau montre que les chariots d'introduction ont été abandonnés au profit d'un autre dispositif. Ce qui veut dire qu'il y avait un système d'enfournement des cadavres, mais que, pour une possible erreur de conception, rail trop court, ce système n'a pas été utilisé. Après tout, même dans la discipline SS, des erreurs de conception sont possibles, ce qui pourrait expliquer le fait que le système que Michel Coula a décrit dans sa déposition n'a pas été finalement utilisé en l'état, cause d'erreurs de conception, l'empêchant de s'insérer dans les ouvertures. Mais notez comment le système prévu à l'origine était nommé Sargeinführungswagen, soit, littéralement, chariot d'introduction de cercueil. Mais Vincent Renoir va plutôt se focaliser sur un autre mot important de cette phrase. Pour trouver un élément de réponse, considérons le témoignage pictural de l'ancien membre du Sonderkommando David Holler. Son dessin de la salle des fours du crémateur 3 est intéressant. Notez l'absence de rails au sol devant les fours. Soit il n'avait pas été installé, soit il l'avait été, mais ne servant à rien, ils étaient sortis de la mémoire de David Holler. Ce fait confirme que, tout comme au crématoire 2, les chariots d'enfournement ne furent pas utilisés au crématoire 3, ce qui est confirmé par la façon dont les 3 déportés agissent devant le four. Un autre détail est très important. Cet objet entouré en rouge. De quoi s'agit-il? De petites roulettes amovibles d'enfournement. Dans son ouvrage paru en 1989, Jean-Claude Pressac constate avec raison que cette paire de roulettes est inutilisée. J'y vois une raison. La civière utilisée n'était pas adaptée à ces roulettes. Il est vrai que dans les autres camps, les roulettes utilisées avec ce genre de civière étaient différentes. À Dachau ainsi, la civière avec ses très longues poignées se déplaçait sur 2 roulettes maintenues par un dispositif fortement ancré. Il reposait au sol et s'appuyait sur le four. Il en allait de même à Mittelbau. On a une explication très claire sur la signification du mot Leichentragen. Le mot en lui-même était déjà suffisamment clair. On peut déduire de cet extrait vidéo qu'un système d'enfournement de cadavres devait être utilisé à Birkenau, mais qu'il a été remplacé par les Leichentragen. Les roulettes montées à l'entrée du four, n'étant pas prévues pour ce système, il fallait que 2 déportés aident à l'enfournement, en soutenant la civière avec une barre. Mais Vincent Renoir a une autre opinion sur ce système abandonné. Il apparaît que dans un premier temps, les ingénieurs qui travaillaient à Birkenau avaient inventé un autre dispositif d'enfournement en remplacement du chariot. Mais de quel dispositif s'agissait-il? C'est ici qu'intervient un élément capital. La mention sur cet inventaire de 4 dispositifs qui, d'après la thèse officielle, auraient été les 4 colonnes grillagées destinées à introduire le Zyklon-B dans la chambre à gaz. C'est clair, c'est le Drabnet-Anschiff-Vorrichtung. Pour Vincent Renoir, les ingénieurs avaient imaginé un système, le Drabnet-Anschiff-Vorrichtung, pour enfourner les cadavres, mais, à cause probablement de rails trop courts, ce furent de classiques civières qui furent utilisées à la place. Et là, on a une erreur de raisonnement flagrante. En effet, reprenons le bordereau et résumons la situation. Pour les nouveaux crémas, ce fut la firme Topf qui fournit les fours crématoires. Il était prévu d'utiliser, comme au créma 1 d'Auschwitz, des chariots d'enfournement, Sargeinführungswagen. Une erreur de conception a empêché d'utiliser ces chariots. Ils ont été remplacés par des civières standards, les Leichentragen. Vincent Renoir veut nous faire croire qu'un 3e système a été prévu, le Drabnet-Anschiff-Vorrichtung, une sorte de glissière pour introduire les cadavres, comme pour les fours crématoires modernes, les fours à pain ou les fours à pizza. Mais que ce système n'a finalement pas été utilisé non plus. A-t-il des preuves de ce qu'il avance? J'ai bien l'impression que tout ceci n'est qu'une supposition. Et à admettre qu'effectivement, un 3e système était envisagé et construit, il devrait apparaître sur le bordereau, ce qui n'est pas le cas. Mais laissons-le continuer ses explications. Pourquoi dans le document du 31 mars 1943 parle-t-on de 4 dispositifs et pourquoi sont-ils mentionnés dans la ligne qui concerne la morgue 2 alors qu'a priori ils sont destinés à la salle des fours? Pour répondre, je rappellerai que dans son témoignage, l'ancien membre du Sonderkommando Henrik Tauber a déclaré que chaque crématoire possédait 2 civières, ce qui paraît très logique. Étant prévu pour chercher les corps dans les morgues, puis pour les amener jusqu'au four via le petit monte-charge, 2 civières étaient suffisantes.
Vincent Renoir affirme donc qu'il y avait tout le temps une civière dans les morgues pour pouvoir transporter les corps. Et il s'appuie sur cela sur le témoignage d'Henrik Tauber. Reprenons ce témoignage. Surligné en jaune, nous avons « Chaque crématoire possédait 2 civières en fer pour charger les corps dans les fours. Mais la suite est intéressante. Ces planches étaient placées devant le foyer, ce qui veut dire que les civières étaient stockées dans la salle des fours et non à la morgue. Se servait-il dans les morgues de civières ? Voyons ça sur un dessin de David Holler qui, d'un coup, redevient un témoin crédible. On voit ici que les corps sont traînés au sol, tirés par le cou avec une canne. Pendant que l'une était au sous-sol, l'autre était dans la salle des fours. Il est donc normal que 4 glissières aient été initialement construites, 2 pour le crématoire 2 et 2 pour le crématoire 3. Celui-ci étant moins avancé, elles auront toutes été déposées dans le crématoire 2 en attendant. Et sachant qu'elles allaient servir pour chercher les corps dans les morgues, nous venons pourtant de voir qu'il n'y avait pas de civière aux morgues. Elles auront été déposées au sous-sol, plus précisément dans la morgue 2. Et pourquoi des systèmes qui auraient plus encombré qu'autre chose auraient été stockés spécifiquement dans la morgue 2 ? Ce fait explique pourquoi, au moment de rédiger l'inventaire définitif du crématoire 2, 4 glissières en treillis métalliques ont été notées dans la ligne réservée à la morgue 2. Sachant enfin que ces glissières furent très rapidement abandonnées au profit de civières manipulées autrement, c'est Holler lui-même qui le confirme avec l'abandon des petites roulettes d'introduction, les 2 qui avaient été prévus pour le crématoire 3 n'y furent pas amenés, d'où le fait qu'on n'en trouve nulle trace sur l'inventaire de livraison de ce crématoire 3 daté de juin 1943. On le voit, il n'y a là rien de mystérieux ni d'inexplicable. Donc la présence des Einschiffvorrichtungen à la morgue 2, soit le vestiaire, s'explique par le fait qu'il y aurait eu des civières dans les morgues, ce qui est faux, et que ces systèmes devenus inutiles y seraient restés. On a là une collection de contre-vérités. Pour résumer, il n'y a eu que 2 systèmes au Créma 2. Les Sargenführungswagen, remplacés pour cause des erreurs de conception par les Leichentragen. Les Drabnet Einschiffvorrichtungen n'ont jamais rien eu à faire avec la crémation à Birkenau, comme je l'ai démontré. Ensuite, ces systèmes d'enfournement auraient été présents dans les morgues, ce qui est également faux. Et pour finir, ce système inutile aurait été laissé à encombrer dans la morgue 2. C'est pourquoi je rejette catégoriquement ces conclusions. Les Drabnet Einschiffvorrichtungen n'avaient aucun rapport avec la crémation, mais avec l'introduction du Zyklon B dans la chambre à gaz. Mais alors pourquoi, si les Drabnet Einschiffvorrichtungen étaient liés à l'introduction de Zyklon B, étaient-ils à l'inventaire de la morgue 2, soit le vestiaire, et non la morgue 1, soit la chambre à gaz? La clé de la réponse est fournie par les objections linguistiques des négationnistes. En effet, le mot Einschieb, dérivé du verbe schieben voulant dire pousser, implique une notion de dispositif mâle insérant un objet dans un dispositif femelle. Il est alors tout à fait envisageable que ce mot désigne les paniers servant à contenir les cristaux de Zyklon B. En effet, ces paniers étaient mobiles et donc n'étaient pas attachés aux colonnes grillagées. Au moment de l'inventaire de livraison, ces dispositifs étaient stockés dans la morgue 2, soit le vestiaire, avec les couvercles de bois, Holzbläden, présents eux aussi à l'inventaire en 4 exemplaires, et soigneusement évités par Vincent Renoir dans son argumentaire. La conclusion de tout ceci est donc que les Drabnet Einschiffvorrichtungen étaient les paniers servant à insérer les cristaux de Zyklon B dans la chambre à gaz, via des colonnes grillagées. Paniers justifiant l'utilisation de colonnes grillagées pour pouvoir retirer le Zyklon B usagé après opération. En effet, un des intérêts des colonnes est justement de pouvoir retirer les cristaux usagés. Il n'y en avait pas au crématoire 1. Les cristaux n'étaient pas retirés après usage, comme nous l'apprend Philippe Muller. Stark le remarqua, et il nous renvoya dans le local où attendaient les cadavres. Il appela Fischel, qui devint plus tard notre chef d'équipe. Celui-ci commença à nettoyer les grilles. Maurice et moi, nous continuions à tirer les corps. Je regardais prudemment autour de moi dans la salle où étaient entassés les morts. Au fond, je remarquai sur le sol en béton de petits cristaux bleu-gris. Ils étaient disséminés sous une ouverture pratiquée dans le plafond. À cet endroit, il y avait un grand ventilateur dont les ailes tournaient en vrombrissant. Dans le coin où se trouvaient les cristaux, il n'y avait pas de cadavres. Les corps étaient entassés plus loin, au voisinage de la porte. Notez que ce témoignage permet également de lever une objection de Vincent Renoir sur l'utilisation des colonnes grillagées. Voici donc le dispositif avec la seule partie interne qui traverse le plafond. Quand on sait que le fil utilisé aurait eu un diamètre de 3 mm, on mesure sans peine la fragilité relative de cette colonne faiblement fixée et aisément déformable.
Dans sa première réponse à Jean-Claude Pressac, le professeur Forisson écrivit « Comment aurait-on préservé ces dispositifs des pressions exercées par la foule des victimes ?» Cet argument, amené sous forme interrogative, est capital et voici pourquoi. À l'écran, en vue de haut, une foule d'environ 1000 personnes entassées dans la chambre à gaz du crématoire 2 de Birkenau. En orangé, les 4 dispositifs d'introduction du Zyklon B. On verse le Zyklon B. Les effluves mortels s'échappent, donc elles s'échappent des colonnes, et les gens proches commencent à paniquer. Ces personnes reculent, ce qui va provoquer des phénomènes de compression de foule symbolisés par des cercles rouges. Les gens continuent à reculer, et du fait des mouvements contraires, flèches bleues, des zones de plus forte densité vont apparaître, notées en rouge. Il en résultera des chutes et surtout des mouvements symbolisés par les flèches rouges. La panique régnant dans la foule, ces mouvements en créeront d'autres, naturels, vers les zones de moindre densité, c'est-à-dire vers les dispositifs d'introduction. À cet instant, la foule est soumise à des mouvements désordonnés et vu la densité, des victimes seront fatalement écrasées contre les dispositifs d'introduction. Dans les chambres à gaz de Birkenau, avec une foule serrée prise de panique, des forces semblables auraient été mises en jeu, ce qui aurait entraîné un écrasement de la colonne, voire son arrachement du sol et du plafond. Or, il faut savoir que d'après la thèse officielle, les granulés de Zyklon B auraient été déversés dans une troisième partie, une sorte de seau qui aurait été descendu le long de la colonne avant d'être remonté une fois les victimes asphyxiées. L'ennui est qu'une colonne simplement déformée empêche de remonter puis de redescendre cet objet, ce qui rend le dispositif inefficace. Il aurait donc fallu le réparer, voire le refixer après chaque gazage. Selon Vincent Renoir, la bousculade provoquée par la panique aurait irrémédiablement détruit ces colonnes. Le témoignage de Philippe Muller au Créma 1 montre qu'au contraire, les gazés fuyaient la source de gaz, se tassant près de la porte, se montant dessus, comme le montre cet autre témoignage de notre membre du Sonderkommando, Henrik Tauber. Après une attente d'environ 2 heures, on nous a fait sortir de la salle des médecins légistes et on nous a ordonné de nous rendre dans la chambre à gaz. Il y avait là des tas de cadavres nus, tous dans une position, on dirait assis. Les corps étaient de couleur rose, par endroits un peu plus rouges et ailleurs avec des taches verdâtres, de la bave au coin des lèvres, certains avec du sang coulant du nez et dans la plupart des cas on voyait des selles. Je me rappelle que de nombreuses personnes avaient les yeux ouverts et étaient accrochées les unes aux autres. Le plus grand tas de corps se trouvait près de la porte. Ils étaient moins nombreux près des piliers avec le grillage. La position de leur corps indiquait que ces gens avaient essayé de fuir ces piliers et parvenir à la porte. Il faisait très chaud dans la chambre à gaz et c'était difficile à supporter. Il faut préciser que le Zyklon B ne contenait pas que de l'acide cyanhydrique, mais également du bromacétate d'éthyle, comme gaz avertisseur. Ce gaz, plus lourd que l'air, se diffusait plus lentement que l'acide cyanhydrique. Lacrymogène et sternutatoire, ce gaz était perçu à des concentrations beaucoup plus faibles que la concentration toxique de HCN, de sorte que les gazés avaient tendance à fuir le voisinage des colonnes. Dans sa démonstration, Vincent Renoir oublie de préciser que les gazés cherchaient au maximum à se tenir le plus haut possible. Dernière lutte illusoire, il n'échappait qu'au gaz avertisseur et pas l'acide cyanhydrique qui avait envahi tout le local, de sorte que les plus forts montaient sur les plus faibles. Et c'est ce qui explique le spectacle à l'ouverture des portes. Cette série de 3 vidéos sur les orifices d'introduction s'achève et il est temps de conclure. L'absence de mention de ces ouvertures sur les plans ne prouve rien. D'autres ouvertures en étaient absentes et un impératif de secret pouvait parfaitement justifier cette absence. Puis, l'analyse des photos aériennes montre clairement 4 taches sur les toits des 2 morgues 1 des crématoriums 2 et 3 de Birkenau. Ces taches ne peuvent être que d'origine humaine et donc sont des preuves d'activité sur ces toits. L'analyse de la photo au sol, en se basant sur le seul tirage exploitable, prouve la présence de 4 cheminées sur le toit de la morgue 1 du Créma 2 de Birkenau. L'analyse des témoignages prouve la présence de 4 ouvertures, prolongées chacune d'une colonne grillagée, et qui servaient à l'introduction de Zyklon B. L'analyse des ruines par messieurs Keren, McCarthy et Mazal démontre la présence de 4 orifices, dont la position est congruente avec la position suggérée par l'analyse de la photo au sol. L'étude de l'inventaire du Créma 2 montre la présence de 4 dispositifs d'insertion en treillis, n'ayant aucun rapport avec la crémation, et de 4 couvercles de bois, que Vincent Renoir passe sous silence. La conclusion de tout ceci est qu'il existait de façon certaine sur le toit de la morgue 1 du Créma 2 de Birkenau 4 orifices, prolongés par des colonnes grillagées servant
par l'entremise de dispositifs d'insertion en réseau de fil, à déverser de l'acide cyanhydrique sous forme de cristaux de zyklon B dans le but d'assassiner par asphyxie les déportés enfermés dans ce local, ce qui constitue un des actes majeurs de l'Holocauste. L'escroquerie négationniste consiste à faire croire que toute la Shoah reposerait sur l'existence ou non de ces orifices. L'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est nettement plus complexe que cela, mais cela fera l'objet d'autres vidéos. Bonsoir, et à bientôt sur Aboudner TV. Alors, cher Aboudner, je me permets de t'offrir le voyage. Mieux, je te propose un rendez-vous à Birkenau devant la dalle en béton de la morgue 1 du crématoire 2. Un rendez-vous avec Clément, que tu connais, pour te filmer. Tu montreras à la caméra les orifices. Mais, sache-le tout de suite, les trous que tu auras montrés, Clément les filmera, puis les photographiera minutieusement à côté de repères de mesure afin d'en établir les dimensions et les comparer à celles données par les témoins, en premier lieu par Michel Coula. À ton retour, nous consacrerons une vidéo à tes découvertes. Ce sera une façon de faire avancer la question. Finalement, je ne me rendrai pas à Auschwitz dans ces conditions, et ce pour deux raisons. Premièrement, il est hors de question que je me livre à une mascarade qui n'aurait pour but que de servir la cause négationniste que je combats. Le négationnisme n'a rien à voir avec le révisionnisme historique authentique. Il s'agit d'une démarche politique qui, sous prétexte de recherche historique, vise à réhabiliter le nazisme. Et ensuite, j'ai, dans mes vidéos, non seulement démonté l'argumentaire de Vincent Lenoir visant à démontrer l'inexistence des orifices, mais j'ai apporté des preuves de leur existence. À chacun maintenant de conclure en son âme et conscience. Cela dit, pour Vincent Lenoir, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, l'existence de ces orifices n'est pas une preuve suffisante des gazages homicides à Birkenau. C'est pourquoi dans mes prochaines vidéos, je m'attacherai à prouver que les objections physico-chimiques n'en sont pas.